Deux faits majeurs pour cette autre livraison de cet hebdo sur Spectrum Télévision ce dimanche. Affaire Cameco avec en prime la mise en chômage technique d'une partie de son personnel. Une décision qui a indigné sur le collectif des syndicats des transports aériens qui, lui, ne s'est pas empêché d'adresser une correspondance au ministère du tutelle. Une solution alternative a été proposée par ce collectif. De quoi s'agit-il exactement? On en parlera ce dimanche dans le cadre de cette émission. Autre sujet, facturation Eneo, le mécanisme mis en place pour l'estimation des index des compteurs d'énergie électrique auprès des consommateurs suscite des curiosités. L'agence de régulation du secteur de l'électricité, après donc constat fait sur le terrain, suspend cette opération. Avec nos invités cet après-midi, nous tenterons d'analyser ces deux sujets dans le respect des argumentaires des uns et des autres. Faisons à présent connaissance avec ces invités déjà présents en plateau ce dimanche. On va rappeler que ce panel a été choisi sur le volet. Commençons par notre consultant, Denis Kwebo, journaliste. Bon après-midi, Denis. Bon après-midi, Narcisse, et salut à tous ceux qui regardent cette émission aujourd'hui. J'imagine que vous vous sentez bien, comme tous les dimanches en tout cas. Je me sens très bien, parce que on a eu un dénouement heureux dans l'affaire NS Obama contre Amougou Belinga, qui était d'actualité ici dimanche. Grâce à tous les Camerounais épris de justice, on a quand même pu imposer à tout le monde de condamner des voies de fait. Et cette condamnation qui est venue de tous les coins du pays et de l'étranger ont fait en sorte que ceux qui prennent la justice entre leurs mains au Cameroun baissent la garde. Donc c'est une bonne nouvelle. D'accord. Ce qu'il faut surtout saluer, c'est le fait que les Camerounais, sans distinction, n'est-ce pas, de chapelle, et puis quand même s'opposer à cette voie de fait-là. C'est important que les choses se passent ainsi dans notre pays de plus en plus. D'accord. Voilà. Autre invité, c'est Jules Frédéric Mbengan-Seker. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Une première sur STV. Ah oui, une première sur STV. Au nom du syndicalisme camerounais, nous vous disons merci, parce que c'est souvent rare de donner la parole à ceux qui sont les acteurs majeurs du travail. D'habitude, c'est le patronat qui s'exprime, parce qu'ils ont les gros moyens. Mais nous vous disons merci, en tout cas, et nous pensons que les Camerounais seront de mieux en mieux informés sur les vérités et les réalités que vivent les travailleurs au Cameroun. Vous m'avez presque précédé dans votre présentation. On va rappeler quand même que vous êtes président du syndicat national des travailleurs de transport aérien et vous êtes le porte-étendard du collectif, n'est-ce pas, du syndicat ou des syndicats des transports aériens du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Autre invité, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, habitué des plateaux, Emmanuel Kounié, économiste, homme politique également, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bon après-midi, Emmanuel. Bon après-midi, Narcisse. Je dis bonjour à tous mes copanélistes et également à tous vos millions de téléspectateurs qui nous regardent. Merci d'inviter, n'est-ce pas, le mouvement pour la renaissance du Cameroun sur votre plateau pour parler, n'est-ce pas, de ces problèmes qui sont des problèmes techniques qui touchent à des secteurs très sensibles. Et je crois que nous serons à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs et que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, éclairer leur lanterne. Je n'en doute pas de votre capacité. Alors, un autre invité est également avec nous. On le présentera cet après-midi comme président d'une association citoyenne, homme politique également. Dieudonné Yebga, bon après-midi. Bonjour Narcisse, bonjour à tous les téléspectateurs de STV et bonjour à tous les co-panélistes. On va rappeler que vous êtes président de l'association citoyenne de consommateurs d'eau, d'énergie, de gaz et de télécom. C'est bien ça? C'est bien cela, c'est une jeune association, si on peut l'appeler comme ça, qui a vu le jour le 6 mai 2018. Ça fait 2 ans, mais qui n'a pas encore pris l'envol réel. Pourquoi? Parce que
nous avons pensé qu'il fallait innover et ça vient avec la Covid-19 qui voudrait qu'on respecte la distanciation et par rapport donc à notre association, nous avons mis un outil en place qui permet à tout consommateur de rentrer dans un site et d'envoyer sa requête via son téléphone. Naturellement, c'est une application qui sera dès la fin de cette semaine dans Google Play Store. Donc tous les consommateurs auront à envoyer leurs requêtes sans bouger de chez eux et nous allons assurer le reste. En tout cas, on aura le temps d'en parler en seconde partie de cette émission. On va rappeler que Valérie Mandengue, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, était censé être avec nous ce dimanche, mais à la dernière minute, on a eu des informations selon lesquelles il a eu un malaise dans la nuit. Alors, monsieur, une information, une actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est beaucoup de curiosité. Depuis la fin de la semaine dernière, la capitale politique est en alerte sécuritaire. 2 explosions s'y sont produites dans cette partie, des bombes artisanales. Alors, Emmanuel Cogné, quelle lecture faites-vous de cette actualité? Oui, bon, disons que nous avons été informés de ce que il y a eu 2 bombes artisanales qui ont explosé dans la ville de Yaoundé et que après cela, les services de sécurité ont ordonné des fouilles dans toute la ville, dans tous les services de transport, c'est-à-dire les taxis, les bus, etc. Et ça en est suivi même des rafles, où des gens ont été raflés dans des quartiers, etc. pour essayer de voir si c'est un fait isolé ou si c'est un fait qui pourrait entraîner d'autres faits, etc. Mais j'avoue que c'est assez compliqué ce que les gens vivent aujourd'hui à Yaoundé par rapport à cette situation, parce que je ne sais pas si c'est comme ça qu'on aurait dû faire, parce que bien avant, quand il y avait une situation, on le faisait un peu discrètement, mais j'avoue que c'est la panique. C'est la panique et c'est bien embêtant. Moi, je crois que ce qui se passe à Yaoundé est assez embêtant, c'est très embêtant d'ailleurs, et ça nous donne l'impression que ceux qui nous gouvernent sont eux-mêmes sur le qui-vive, parce que s'il y a un événement comme celui-là, je crois qu'on ferait mieux d'abord de commencer par poser des actes un peu discrètement, parce que c'est la première fois qu'on voit un communiqué sur la toile, c'est-à-dire officiel, qui circule et qui demande aux policiers, n'est-ce pas, de fouiller tout le monde, de fouiller les sacs à main, de fouiller jusque dans les malles arrière de voitures, etc. Bon, quand ça se passe comme ça, on s'interroge, hein, on a lieu de s'interroger, qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on est? Et est-ce que les libertés publiques ne vont pas être aussi concernées? Est-ce que ce qui est en train d'être fait là, parce que moi j'ai vu des gens assis par terre, raflés, etc. Parce que les policiers ont, les agents de maintien de l'ordre ont leur méthode de travail. Et quand vous leur donnez un travail, ils utilisent la méthode de travail, la méthode qu'ils ont appris. Et ces méthodes-là, parfois, ne correspondent pas à la situation telle qu'elle se présente. Je crois que ce qui est en train d'être fait à Yaoundé est un peu déplorable. J'espère que le Cameroun ne va pas devenir un endroit où on ne peut plus vivre tranquillement, parce que vous ne pouvez pas me dire que tous ces gens qu'on rafle dans les quartiers et qu'on les met assis par terre sont concernés par ce sujet. Il faudrait quand même que si quelqu'un se trouve froissé ou perturbé, qu'il y ait eu au moins des indices qui permettent qu'on en arrive là. Mais maintenant, quand c'est un rafle, on ramasse tout le monde, on bouscule les gens, on les jette par terre, etc. Alors il y a lieu de s'interroger. Je crois que cette panique-là doit pouvoir, les gens qui nous gouvernent doivent se départir de cette panique et faire leur travail assidûment, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Hein. Nous avons l'habitude d'apprendre qu'on a démantelé des gants, on a fait ceci. Mais quand on le fait, on ne vient pas troubler les gens dans leur sommeil pour pouvoir le faire. Donc, de grâce qu'ils essayent de régler ce problème-là autrement et qu'ils trouvent des méthodes beaucoup plus élégantes pour le faire. Parce que les gens qui sont respectables ne doivent pas être traités de cette manière-là. Dieudonné Jedgar, 2 bombes artisanales dans 2 quartiers de Yaoundé, comme le renseigne d'ailleurs un message porté du délégué régional à la sécurité nationale pour le centre datant du 23 juin 2023. J'imagine que ça suscite des interrogations.
En utilisant une autre casquette, je vais répondre à cette question. Ces deux bombes ne m'inquiètent pas vraiment, mais c'est ce qui pourra arriver derrière. Parce que vous savez, nous sommes dans un état compliqué. On peut faire des montages de cette nature pour essayer de simuler une certaine arrestation. Quand on va fouiller, par exemple, une voiture de quelqu'un, si ceux qui fouillent déposent un colis suspect et qu'on dise que ce colis appartenait au propriétaire de la voiture, quelles seront les preuves que le propriétaire va démontrer que ce colis n'était pas dans sa voiture? Donc, quand on simule des choses comme ça, moi je suis toujours inquiet en disant que qu'est-ce qu'on veut exactement nous démontrer? C'est ça le véritable problème. Donc, les bombes artisanales, nous avons vu ici à la SCDP à une certaine époque, et des bombes qui ont éclaté. Et les caméras de surveillance qu'on place un peu partout servent à quoi désormais? Donc, on s'interroge. Donc, moi, je dirais tout simplement wait and see. D'accord, let's wait and see. Denis Kwebo, est-ce que vous corroborez l'argumentaire de Mbombok ce dimanche? C'est peut-être fait à dessein par le système en place. Est-ce que ça vous dit une telle approche? Bon, je dis que nous sommes tous d'accord que la charge de la sécurité des personnes et des biens dans un pays incombe à l'État. Donc, les autorités établies au Cameroun assurent notre sécurité, notre protection. Et face à une alerte de sécurité comme celle-là, moi, citoyen, je regarde autour de moi, je prends des précautions et je ne me mets plus inutilement en danger. Ça, c'est la première réaction normale, parce que le temps d'analyser, le temps même de supputer ici et là dans les taxis, quelque chose peut vite arriver. Il y a des étapes qui nécessairement peuvent amener à nous interroger, notamment sur les méthodes qui sont utilisées ici et là. Partout ailleurs, on dit que ce n'est pas la menace sécuritaire qui pose un véritable problème. Il y en aura toujours au Cameroun, comme dans tous les autres pays. Ce que les citoyens regardent, c'est la capacité des pouvoirs établis à pouvoir, n'est-ce pas, résoudre de tels défis. J'ai quand même envie de dire qu'au Cameroun, tout le monde parle lorsque il y a une bombe qui explose, que ce soit à Yaoundé ou à Baroua. Mais entre le temps de la tranquillité et la bombe qui explose, il y a souvent 100 explosions qu'on a évitées. Ça fait pas longtemps. Par exemple, ici à Douala, je n'apprends pas beaucoup de choses à beaucoup de monde. Il y a eu une saisie importante d'explosifs à Douala, dans la zone de Bassa. Personne n'en a parlé. Je suis sûr que si les gens étaient au courant, ils ne sortiraient même pas de chez eux. Il faut, je prends ça sur un plan général pour ceux qui s'essayent à l'analyse des questions de sécurité. Quand il y a la tranquillité dans un pays, tout le monde sait que personne ne fait rien. Or, le temps de la tranquillité, de la quiétude, c'est le pic d'efficacité des forces de défense et de sécurité. Donc quand nous faisons un an sans qu'on ne signale rien, sans qu'on ne dise rien, ça veut dire que les gens n'ont pas dormi chez eux 24 sur 24. C'est lorsque le niveau d'alerte est public, certainement que ça s'adresse au public. Il y a des alertes de sécurité qui s'adressent au public. Parce que personne ne peut prendre une bombe sur lui, la cacher pendant des mois sans que personne, aucun voisin, aucun membre de la famille ne soit au courant de l'existence d'une idée pareille. Donc lorsque le niveau, moi je ne suis pas dans l'esprit de ceux qui ont lancé l'alerte, lorsque c'est public, ça c'est comme ça que ça se passe partout ailleurs, lorsque c'est public, ça veut dire que ça s'adresse aussi à nous. Ça s'adresse à ceux, on va parler par exemple des conditions dans lesquelles on peut faire une perquisition, même les fouilles de véhicules. Je prends mon cas, lorsque je suis en déplacement sur Douala ou Yaoundé avec mon véhicule, je ne peux pas permettre à quelqu'un de fouiller mon véhicule n'importe comment. Parce que
vous ne savez pas, il faut que j'identifie celui qui, même si vous êtes gendarme ou policier ou militaire, moi je dois vous identifier. Et je dois être au fait de l'acte de fouille que vous posez. Sinon, il est effectivement possible qu'ici, ça, quand on était au Nigeria, on appelle ça le set-up. Set-up, c'est le piège. On vous interpelle ici, on vous met un paquet de couscous. On appelle les gens devant sur leur radio. Dès que vous arrivez là-bas, on vous prend. Parce que les autres l'auront fait préalablement. Mais il faut pas on ne peut pas commencer à penser qu'il s'agit de cela ici. Il faut que... Moi, j'ai vu des fouilles systématiques dans les quartiers à Douala qui étaient accompagnées, les autorités qui opéraient ces fouilles étaient accompagnées par le procureur de la République. Ce que j'ai cru voir à Yaoundé, c'est également une opération mixte de sécurité. Et lorsqu'il y a une opération mixte de sécurité, ça veut dire que toutes les composantes compétentes en la matière sont là. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas été sur ce champ-là, mais j'imagine bien qu'on ne peut pas avoir une mobilisation des gendarmes, des policiers et même des militaires dans les quartiers qui perquisitionnent, qui ira sans le procureur de la République. Ça se passe souvent comme ça. Là où quand j'ai souvent assisté, j'ai vu à Makia ici, où tous les cas, le Makia était plusieurs fois bouclé. Et en ce moment-là, vous avez le procureur, vous avez les responsables locaux de la sécurité. Ce qu'il faut dire pour Yaoundé, c'est que quelles que soient les motivations qui seraient celles des autorités pour aller dans les quartiers, il faut dire que la sécurité ne se fait pas contre les citoyens. La sécurité se fait pour les citoyens. Donc si on va perquisitionner, fouiller, ça doit être dans l'intention et le but de protéger les citoyens. À ce moment-là, la saine adhésion des populations à une telle opération dépendra de l'attitude des fonctionnaires, que ce soit de police ou les éléments en avis qui interviennent. Il faut qu'en tout état de cause, les bénéficiaires, et c'est nous les bénéficiaires des populations, les bénéficiaires doivent savoir pourquoi on est venu perquisitionner chez eux. Ça peut ne pas se faire à d'avance parce que ces opérations-là, si elles sont annoncées, je dis que si on vous dit exactement comment ça va se faire, il est possible que les gens puissent se remettre. Les droits de l'homme doivent être respectés en tout état de cause. Et puis les procédures, ce n'est pas parce qu'il y a une alerte de sécurité que les procédures qui sont encadrées par la loi doivent disparaître. C'est le souhait de tous les citoyens parce qu'en toutes les causes, il s'agit de notre sécurité et non de celle de Paul Biya qui lui est dans son palais là-bas. Il a toute la protection, la sécurité nécessaire. C'est nous qui n'avons pas de sécurité dans nos quartiers. D'accord. C'est compris de Nikobo. Alors, juste Frédéric Mbenga Seke, la ville de Yaoundé en alerte maximale depuis quelques jours. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il faut dire qu'en matière de sûreté, parce que chez nous, dans l'aérien, il faut faire un distinguo entre la sécurité et la sûreté. Et quand on parle de bombes, chez nous, il s'agit de sûreté. Donc, ce que ça nous inspire, c'est simplement que il y a un problème, il y a un malaise. Et ce malaise conduit forcément à des réactions qui, d'habitude, ne sont pas diagnostiquées dès la base. Et en sûreté, chez nous, on dit, dans l'aviation, que l'intention vaut le fait. Et c'est l'intention qu'il faut condamner. L'intention. Et si donc Yaoundé est en alerte, Douala et autres, certainement parce que, on va encore le dire, en matière de sûreté, il n'y a pas de limite. Parce que les ramifications sont telles que un acte qui s'est produit à Yaoundé peut être commandité hors du Cameroun. Et pour cela, nous allons simplement demander, telles que les procédures nous les imposent, dans l'aérien où c'est plus pointu, c'est de, premièrement, demander aux populations de coopérer, parce que tout ce qui est sûreté, il faut que les populations coopèrent. Maintenant, pour ceux qui conduisent l'action, il faut que eux respectent les procédures et les normes, c'est-à-dire la dignité des populations, parce que, au regard de ce que nous voyons, il faut dire que les services de sécurité du Cameroun doivent revoir leur façon de faire. Parce que bousculer un citoyen qui n'a rien fait, simplement parce que vous lui demandez de bouger de son siège, vous ouvrez la portière, vous le tirez. Moi, je l'ai vu de mes yeux. On dit, qu'est-ce que tu veux cacher? Qu'est-ce que tu veux cacher? On traumatise tout un peuple. Et, en matière de sûreté,
on dit toujours évitez de traumatiser la masse. Sinon, vous allez créer la panique. Et si on était à bord d'un avion, d'un aéronef, l'avion serait condamné. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics et les services de sécurité revoient leur façon, leur méthode, surtout leur communication. Parce que s'ils ne revoient pas leur communication et leur façon de faire, alors ils vont créer une psychose dans la population et ça peut conduire à des dérapages qu'on ne pourra plus contrôler. Alors, Emmanuel Kounié, au regard de ce qui se passe donc depuis quelques jours du côté de la capitale politique, est-ce qu'on peut dire que les grandes villes du Cameroun entrent désormais dans de nouveaux modes d'insécurité? Disons que on se serait attendu, hein, parce que le pays lui-même a des zones d'insécurité classiques. Hein. Vous avez tout le Grand Nord qui est en insécurité depuis très longtemps. Vous avez les deux zones anglophones, le nord-ouest, sud-ouest, qui sont dans une situation d'insécurité que tout le monde connaît. Et puis vous avez le mouvement des personnes. Le mouvement des personnes du nord-ouest, du sud-ouest particulièrement, qui fait que ces gens-là sont déportés dans toutes les autres régions. Bon alors, est-ce que ce mouvement de personnes spontané, inattendu, ne peut pas entraîner, n'est-ce pas, un mouvement aussi comment dirais-je, du matériel qui provoque l'insécurité, c'est-à-dire des armes à feu, des bombes, etc. C'est fort possible. C'est fort possible. Donc, moi, je crois qu'on devrait s'y attendre depuis très longtemps à ce que ce mouvement de personnes s'est déplacé, puisse créer de l'insécurité dans d'autres régions. Donc, moi, je ne suis pas très surpris que ça se passe comme ça à Yaoundé, mais tout ce que je pense, c'est que les autorités chargées du maintien de l'ordre, et ça, c'est ce à quoi je pensais, devraient avoir longtemps avant pris des dispositions pour que tous ces gens qui se déplacent puissent être filés, puissent être suivis, pour que ceux qui sont considérés comme des terroristes ne s'infiltrent pas parmi eux, parce que ce sont les gens de la même région. Si ils s'infiltrent parmi eux, ils se retrouvent dans d'autres régions. Bien évidemment, les pratiques qui se trouvent dans ces régions-là peuvent se retrouver dans d'autres régions. Peut-être pas à la même hauteur, mais on peut être perturbé et on peut, n'est-ce pas, avoir beaucoup de problèmes. Donc, on ne peut pas non plus empêcher à ce que des gens qui sont dans des zones d'insécurité, dans un pays qui est un et indivisible, comme on nous le martèle tous les jours, que les gens puissent se déplacer, dont les gens ont la liberté d'aller et de venir. Il faut tout simplement qu'on s'assure que ces allées et venues se font, n'est-ce pas, sans que la sécurité de ceux qui sont les accueillants, ceux qui accueillent, ceux qui viennent, soient mis en difficulté. Donc, c'est assez compliqué, et ça va être très compliqué. Et puis, nous sommes rentrés dans une affaire très compliquée avec, par exemple, particulièrement la crise du nord-ouest sud-ouest, parce que nous sommes entrés dans un labyrinthe, tranquillement, mais nous ne pouvons pas maîtriser les métastases. C'est très compliqué. On ne peut pas savoir comment ça va se terminer. Et moi, je crois que pour ma part, cette situation nord-ouest sud-ouest, c'est dorénavant une difficulté dont on doit s'y habituer, parce que les gens disent qu'il faut déposer les armes, il faut arrêter la guerre. Moi, quand je regarde ce problème, je ne vois pas exactement comment on fera très rapidement pour mettre fin à ça. C'est une affaire qui ne va pas être très facile. Donc, il y aura certainement de la situation de sécurité tant qu'elle va continuer là-bas, et quand les gens vont... Parce que quand vous prenez des gens qui sont des simples citoyens et vous leur donnez des armes, ils portent des armes pendant 3 ans, 4 ans, ils sont déjà des soldats, que vous le vouliez ou pas. C'est-à-dire l'expérience du terrain, le fait de lutter contre les forces du maintien de l'ordre, contre l'armée et tout ça, et résister et tout, ça fait que tous ces gens-là sont des combattants, et s'ils s'infiltrent partout, je vous assure que le pays va s'embraser. Et puis il faut tout faire pour qu'on en arrive à là, mais j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent ont pensé qu'on peut gérer ça autrement, on peut vivre avec. Alors maintenant, parce qu'on veut vivre avec, voilà, ça commence à Yaoundé, oui. Et on va vivre avec. J'ai peur qu'on ne soit, n'est-ce pas, à un moment donné dans une situation très explosive. Alors, Bombor Dieudonné, cette présumée escalade dans la capitale politique du Cameroun, pour vous, un fait anodin ou pas? C'est un homme politique qui disait, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit.
Maintenant, est-ce que Yaoundé est étouffé? C'est un questionnement. Et vous savez, un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale de plusieurs centaines de pages, peut-être un autre projet de loi en préparation qui connaît le contenu. Pour cela, il faut créer la diversion, orienter l'esprit des gens ailleurs. Peut-être que c'est ça qui est aussi en préparation. Et il faut donc réfléchir, il faut être éveillé. Et nous sommes des analystes politiques. On a déjà beaucoup vu. Ça ne nous surprend pas. Donc nous disons que ce qui est en train de se faire, ce n'est pas un fait anodin. Il y a sûrement quelque chose en préparation. Et soyons vigilants. Alors, pour sortir de Nkobo, de cette mise en bouche, je vous l'ai dit, peut-on faire le lien avec le climat socio-politique post-électoral ou avec la crise anglophone? Je crois que ce serait trop facile d'y aller de cette manière. Lorsqu'on on entend que les forces de défense et de sécurité ont sonné l'alerte, moi je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Et on a eu les crises plus graves dans les autres pays. On a eu Boko Haram qui a mené des opérations en dehors de ses zones de prédilection. Au Nigeria, on a eu des attentats à Abuja. Au Tchad, on a eu des attaques en N'Djamena. Et nous, Camerounais, on devait peut-être se féliciter de ce que, avec toutes ces fissures sécuritaires-là, la menace n'a jamais été portée au cœur du pays, c'est-à-dire à la capitale ou les grandes villes. Alors, si on s'en tient aux informations qui viennent de Yaoundé, l'explosion d'une bombe artisanale, peut-être que ce serait un essai, mais ce n'est pas encore toute la faillite du système. Il faut faire très très attention avec ce qui est en train de se passer. Très attention parce que le mal ne vient pas toujours de là où on pense. Donc s'il y a une menace comme celle qui a été signalée à Yaoundé, et nous disions aussi que la menace qui vient de Yaoundé n'est même rien par rapport à ce qui se passe dans le pays régulièrement. On a entendu, il y a eu des choses autour de certains grands événements comme la fête du 20 mai, mais sauf que les citoyens qui vaquent à leurs occupations n'étaient pas au courant. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si elles sont au courant aujourd'hui, et là je crois qu'on a eu un syndicaliste ici qui a l'avantage de travailler là où on parle de sûreté, si on a vu des documents circuler sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement nécessairement du fait des autorités émettrices, c'est peut-être des gens qui attendaient aussi autre chose, parce qu'il faut pas, c'est pas la police, la gendarmerie qui ont publié l'information sur les mesures spéciales qui ont été prises. Quand vous êtes un citoyen sérieux dans un pays et vous diffusez des informations qui portent sur la sécurité, pas celle de Pobia, parce qu'il dit tout bien que même en dernier ressort, lui n'a aucun problème, c'est nous qui aurons les problèmes, soit à traverser le pont du Vouri, le pont sur le Mungo ou la Dibamba. Alors, quand on diffuse, si on dit que les policiers, les gendarmes, l'armée, ils prennent des dispositions pour éviter qu'il y ait des attentats dans le pays, quand nous diffusons ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pensons que si ça arrive, ça va faire mal aux dirigeants politiques. Et c'est très grave pour un citoyen dans un pays. Vous ne pouvez pas penser que s'il y a un attentat, il est possible que ça touche d'abord votre fils, ou un parent, votre épouse ou votre époux. On ne peut pas se permettre d'ironiser sur une affaire pareille. En tout état de cause, nous, citoyens d'un pays comme le Cameroun, ce qu'on attend, c'est de savoir que les autorités établies sont capables de relever ce défi-là. Et elles ne sont pas capables de le faire tant qu'il n'y a pas une forte adhésion. La sécurité se fait pour les citoyens. Il n'y a pas une sécurité qu'on fait pour le dirigeant. On fait la sécurité pour les citoyens. Nous sommes 25 millions, les dirigeants ne sont pas plus de 200. C'est pour les citoyens que la sécurité doit être faite. Ça veut aussi dire que si vous voulez être en sécurité, vous collaborez à ce que
il y ait une sérénité dans vos rues, dans vos maisons, dans vos quartiers. Si vous ne le faites pas, vous serez les premières victimes. Donc, moi, je ne veux pas être victime de quelque chose dans mon quartier et je ne peux pas ironiser sur ce qui est en train de se passer. C'est un fait seulement grave. La terreur n'est pas un acte de conquête de pouvoir politique. Lorsque on dépose une bombe, ce n'est pas pour prendre le pouvoir. On ne peut pas déposer une bombe et prendre le pouvoir. Vous déposez une bombe, ça va détruire des biens, ça peut détruire une maison, ça peut tuer des gens, mais ça ne va pas vous donner le pouvoir politique. Il faut que ceux qui veulent la paix au Cameroun encouragent les personnes qui n'y ont pas droit de ne pas posséder les armes. Parce que si quelqu'un qui n'est pas formé au maniement des armes, quelqu'un qui n'a pas la légitimité d'avoir une arme, la possède, il est sûr et certain que la quiétude de la société sera bousculée. Il faut vraiment faire attention à cela. Et comme je dis, toujours penser que le mal ne vient pas de là où on croit. Ok, d'accord, c'est noté. C'était donc une première mise en bouche. On prend juste une petite transition. Lorsqu'on y revient, c'est pour embrayer sur le premier fait majeur. L'annonce a été faite le 21 juin 2020 par le directeur général de l'Étoile du Cameroun, privé depuis le 1er avril 2020 de revenus du fait de la crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus. La direction générale de Cameco a procédé à la mise en chômage technique du personnel non essentiel, une mesure qui a pris effet le 22 juin 2020 pour une durée de 3 mois renouvelable au cas échéant. Une décision qui n'est pas du goût des 371 personnels de Camerco frappés par cette mesure. Par le truchement du collectif des syndicats des transports aériens, ils ont adressé en date du 24 juin 2020 une correspondance au ministre du Travail, au ministre des Transports. Dans cette correspondance, une solution alternative, notamment la réduction des salaires de l'ensemble du personnel pour donc pallier cela. Alors, chers messieurs, j'aimerais qu'on essaye qu'on revienne d'abord sur cette note d'information de la direction générale de Camerco datant du 21 juin 2020. Emmanuel Kounié, quelle lecture en faites-vous? Oui, moi je crois que parler de Covid-19 comme prétexte, n'est-ce pas, pour mettre, n'est-ce pas, ce personnel en chômage, bon, peut-être, mais en réalité, nous sommes tous unanimes à reconnaître que la Camerco n'a que des problèmes. Parce que quand on regarde la Camerco, on regarde le volume de sa dette, on regarde son outil de production, c'est-à-dire les avions, qui n'existent presque plus. Et on se demande par quelle magie ou par quel miracle une telle société est en train de fonctionner ou en train de vivre. Parce que quand vous avez une entreprise comme celle-là, qui est une entreprise où l'État est majoritaire, vous devez quand même avoir un outil de production. On nous dit que les avions sont en location. Quand ils ont un avion, c'est que c'est un avion loué. On nous dit que les avions qui sont les nôtres sont en réparation et qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, payer les frais de réparation pour que les avions reviennent. Donc, c'est un gouffre, la caméra. Et l'État est en train d'essayer à tout moment de financer les salaires, de financer par des subventions, un certain nombre de choses. Non, moi je crois qu'il faudrait qu'on soit sérieux. Cette compagnie-là est une compagnie à problème. Elle doit être vraiment restructurée. Et puis, quand on regarde le passif de la caméra, on se demande si on peut même la restructurer ou bien s'il faut peut-être que l'État tue cette société-là et puis prenne toutes les dettes, mette dans la dette publique et crée une autre structure un peu plus faisable. Puisque quand Aïdjo est sorti de la caméra, d'Air France et a créé la caméra, d'Air Afrique et a créé la caméra, il a acheté des avions neufs. La caméra avait un outil de production. Et cet outil de production a permis à la caméra de travailler. Mais vous ne pouvez pas mettre toute une société comme ça sur des béquilles et penser qu'on peut avancer. La preuve,
le changement du leadership tous les jours, les problèmes de dette, les problèmes de ceci. Maintenant, on nous fait croire que c'est parce qu'il y a le Covid-19 qu'on a mis, n'est-ce pas, en chômage technique le personnel non essentiel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il n'y avait pas le Covid-19, tout ce personnel devait être là et sans outils de production, s'envole. Et alors, comment est-ce qu'une société comme celle-là fonctionne? Il y a lieu de s'interroger. Quand vous n'avez pas de production, quand vous ne produisez pas, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que ce type de société doit exister? Moi, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux et qu'on comprenne que, vraiment, parlant de la Camer, nous sommes pris dans l'étau de quelque chose de très compliqué. Parce que moi, je suis un financier, je suis un économiste. Je me demande même comment ce type de société fait pour exister. Parce que comment est-ce que les dirigeants font? Comment est-ce que vous n'avez pas de ressources? Vous n'avez pas de ressources, vous avez des charges. Et curieusement, vous honorez à vos charges. Et puis vous nous dites que vous avez mis une partie du personnel en chômage technique. Et puis le syndicat dit non, il ne fallait pas les mettre en chômage technique, il fallait les garder et réduire, n'est-ce pas, les salaires pour que le peu qu'il y a, qu'on partage à tout le monde. Mais le peu qu'il y a là vient d'où? Quelle est cette entreprise qui vit des subventions? Est-ce que l'État doit se permettre ce genre d'éléments? Moi, je crois qu'on doit pouvoir... Dans d'autres pays, l'État subventionne les entreprises comme celle-là, mais les entreprises doivent avoir au moins une contribution à un certain niveau. Et quand vous voyez les dettes de la Camer, on vous parle des dettes de carburant, des dettes de réparation d'avions, tout cela, le passif est trop lourd. D'accord. Moi, je pense que tout ce qui est en train d'être dit là ne nous rassure pas. Je ne pense pas qu'en envoyant ces gens en chômage technique, ça donne quelques bouffées d'oxygène, que ce soit à la Camer et à la Camerco. Et je ne pense pas qu'il y a un plan mystérieux, n'est-ce pas, de redressement de cette structure. Dieudonné Yebga, la direction générale prend pour prétexte la conjoncture économique défavorable de la compagnie du fait donc des effets néfastes de la pandémie de la Covid-19. Est-ce un argument lourd, surtout quand on sait que cette conjoncture existait déjà bien avant la Covid-19? Alors, voici un président du conseil d'administration qui devient DG. Hier, il a reproché à son directeur général de ne pas obéir aux instructions du conseil d'administration. Quand nous savons que dans les entreprises publiques, le directeur général peut être considéré comme un exécutant des recommandations du conseil d'administration. Et que lui vienne maintenant, comme DG, prendre des résolutions en faisant fi de l'existence du conseil d'administration. Moi, j'ai dit... ça présage quelque chose. Ça présage quoi? Suivant nos informateurs, il nous avait été rapporté que quand le premier président du Cameroun, El Hadj Amadou Ahidjo, donnait le pouvoir à son ami Paul Biya, il lui avait donné quelques recommandations. Il y en avait 3, mais je vais vous donner 2. La troisième, je vais garder ça pour moi-même. La première recommandation, il avait dit à son ami, si tu veux rester au pouvoir, si tu ne veux pas que ce pouvoir t'échappe, essaye de respecter les anglophones. Parce que si le problème anglophone se pose dans ce pays, tes jours seront comptés au pouvoir. Il lui dit, la Camer, c'est une fierté nationale. Il faudra tout faire pour maintenir cette société. C'est pour cette raison que Camerco, quand vous dites, faut-il liquider ou pas? S'il faut liquider Camerco, ça veut dire qu'il faut liquider le pouvoir de Yaoundé. Est-ce que le pouvoir de Yaoundé est prêt aujourd'hui à disparaître? Nous disons non. C'est pour cette raison que tous ceux qui passent à la tête de cette entreprise savent que l'État est là pour mettre les moyens, parce que Camerco ne peut jamais disparaître, parce que c'est la fierté nationale et les gouvernants de ce pays sont là pour se maintenir au pouvoir et respecter cette recommandation. Donc dire que la Covid-19 est un prétexte pour mettre certains travailleurs en chômage technique, moi, je pense que ce n'est pas la raison. Ils ont juste profité de ce prétexte-là pour essayer
de mettre quelques travailleurs en chômage. Mais d'après ce que Emmanuel a dit, en réalité, il faut repenser Camerco. Si on ne repense pas Camerco, mais on va mettre de l'argent, et on ne trouvera jamais une solution à cela. Comment voulez-vous que Camerco puisse exister sans avoir l'élément même qui lui fait rentrer de l'argent, c'est-à-dire des avions? Ils n'ont pas d'avions, mais ils comptent sur quoi? Sur la subvention. Ce n'est pas un régulateur de pouvoir pour dire que, comme on régule le pouvoir de Yaoundé à tout moment, il nous faudra de l'argent. Donc il faut repenser Camerco, même s'il faut aller plus loin, c'est-à-dire appeler à une privatisation, et il faut repenser Camerco. Alors, Jules Frédéric Mbenga Seke, les arguments développés par votre directeur, le directeur général de Camerco, ne vous semblent-ils pas rationnels, vu que l'entreprise est enveloppée par le vernis des difficultés financières, ce qui a d'ailleurs provoqué une dette salariale? Il faudrait dire d'entrée de jeu que Camerco a mal de sa gestion. Parce qu'il faut le dire, j'ai entendu tout ce que mes copanélistes viennent de dire et qui sont très loin de la réalité. Parce qu'en fait, puisque vous le savez, les meilleures compagnies aériennes au monde sont des compagnies dont le capital est détenu par les États. Pourquoi? Parce que c'est un outil de souveraineté, d'abord. C'est un porte-étendard. De l'autre côté, Camerco a des problèmes simplement de gestion. Nous n'allons pas revenir sur le Covid-19, qui n'est qu'un alibi. C'est l'arbre qui cache la forêt. Avant le Covid-19, Camerco avait des problèmes graves. Et si vous avez souvenance, Camerco fait l'objet de 2 préavis de grève. Et si vous lisez ce qui est contenu dans ces préavis de grève, les syndicats, depuis, dénoncent cette mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion conduit donc au fait qu'on essaye d'analyser, c'est-à-dire les conséquences et non les causes. Pourquoi nous le disons? Si nous vous demandons sur quel business plan Camerco s'appuie, je suis convaincu que personne ici ne me le montrera. On ne peut donc pas passer le temps à gérer des choses conjoncturelles au lieu de gérer un problème structurel qui commence par la qualité des hommes qui sont appelés à conduire le projet. Et le projet Camerco est un projet sensible qui s'inscrit dans un cadre global d'une industrie qu'est l'aérien. La décision donc que le directeur général de Camerco prend en compte les travailleurs, et il faut vous le dire, c'est un secret de polichinelle, la plus dure qu'un dirigeant puisse prendre, parce que le chômage technique n'est pas la solution au problème. Et parmi les mesures que la loi du Cameroun en matière de travail donne aux dirigeants, figure celle que les partenaires sociaux ont mis sur la table. Pas seulement à la date qui vient d'être annoncée par rapport à la rencontre avec le ministre des Transports, mais ça fait partie des éléments qui permettent aux dirigeants, à un moment donné, de réduire la masse salariale pour régler 2 problèmes essentiels que nous devons tout faire pour éviter à Camerco. 1, les tensions sociales. On parle des familles. On parle des Camerounais qu'on affame depuis 4 mois, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se soigner, mais qui sont résilients. Donc, pour nous, le chômage technique, en plus, regardez la forme dans laquelle c'est fait. Je ne veux pas utiliser les mots de passage en force, parce que ce n'est pas une question de rapport de force. Mais la loi prévoit clairement que la direction générale doit s'asseoir avec les partenaires sociaux et plus précisément les délégués du personnel. Parce qu'il s'agit d'une suspension de contrat de travail. Comment 2 parties s'asseyent pour ficeler un contrat? Une seule
décide de rompre ou alors de suspendre cette relation contractuelle. Vous voyez donc que c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à faire le buzz sur des conséquences. Et je rejoins un peu le Mbambok qui disait que est-ce que tout ça ne cache pas quelque chose? Pour ne pas dire un projet macabre. Parce que tout le monde sait que Camerco est viable. Je pèse mes mots quand je le dis. Camerco peut très bien, sans problème, être une fierté nationale. D'ailleurs, après l'armée, les Lions indomptables, Camerco est la 3e fierté du Cameroun. Comment les Camerounais peuvent survoler un tel problème qui est profond pour se limiter à des problèmes de forme? Donc pour nous, nous disons que la décision de la direction générale est premièrement illégale, deuxièmement illégitime, et troisièmement, le mot peut-être, vous connaissez les syndicalistes n'ont pas leur langue dans la poche. Est très difficile, pourquoi? Parce que demander à un travailleur du jour au lendemain, à qui vous avez présenté un beau plan, vous venez de dire qu'il n'y a pas d'avion, il y a des avions. Simplement qu'on ne les utilise pas. Voilà une vérité que vous n'avez pas peut-être. Que l'État du Cameroun a payé, je dis bien payé, un Boeing 737, 400. Complètement, on a donné tout l'argent. Et on demande jusqu'aujourd'hui, nous posons la question. Et tous les travailleurs le savent. Où est cet avion? Pourquoi il ne vole pas? D'accord, c'est compris. On aura le temps d'entendre parler. Denis Kouebo, d'après bien avant la question, on va rappeler ici que nous avons tenté d'avoir un représentant de Camerco ce dimanche, mais toutes les tentatives ont été vaines. Alors, je reviens à ma question, Denis Kouebo. D'après la direction générale de Camerco, la décision prise récemment a principalement pour objectif de limiter l'accroissement de la dette salariale, de réduire les risques de contagion du personnel et de maîtriser les charges de fonctionnement au cours de la présente phase de la gestion de la sortie de crise. Alors, au regard de cet objectif, est-ce qu'on est tenté de dire que la santé du personnel est au cœur des préoccupations de la direction générale de Camerco? La question n'est pas grisante. Il vous fait rire. C'est la question qui vous fait rire ou alors c'est... La dissertation de la correspondance du... Ok, d'accord. PCA. Je crois que on va... ce que j'ai demandé tout à l'heure, qu'il faut mettre des choses en facteur. À force de répéter le même mot, on peut mettre les problèmes de Camerco en facteur. Depuis le premier jour où on a créé cette entreprise pour enrichir d'abord le Premier ministre, qui en était le PCA, qui a subtilisé tous les fonds publics devant tout le monde jusqu'aujourd'hui. Et d'autres faits divers, dont le dernier en date était une bataille d'un PCA, d'un président du conseil d'administration pour diriger une entreprise. Alors, comme nous avons beaucoup regardé les problèmes des personnes au Cameroun, personne ne s'est demandé, il faut plutôt regarder tout l'appareil qui est derrière, parce que les DG se sont suicidés à Camerco, parce qu'il y a des gens qui sont assis quelque part, qui ne sont ni DG ni PCA, et qui en réalité gèrent la subvention qui va chez Camerco. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas d'accord que Camerco est un porte-étendard. S'il y a une chose qui est le plus dégradé l'image du Cameroun, c'est Camerco et Camer. Donc, on n'a jamais souffert d'un tel dénigrement. C'est-à-dire que le fait d'arriver dans un aéroport en Afrique, vous voyez une carcasse d'avion là, on dit ça c'est Camerounais. Le fait que, on parle du combi, que tout le monde connaît l'affaire du combi en France. Comment est-ce que il y a des affaires de roues, d'avions, avec le Cameroun, c'est-à-dire qu'un Camerounais patriote ne peut pas supporter que des entreprises comme Camerco ou Camer existent. C'est des choses qui ne sont même pas bien. C'est que personne, vous avez partout, personne ne souhaiterait que son image soit associée à celle d'une entreprise qui peut aller jusqu'à 1000 employés et ne pas être capable d'avoir un avion. Qui peut se permettre le luxe d'acheter un avion qu'on ne voit pas? Est-ce que c'est la fierté du Cameroun de voir qu'on a payé un avion qu'on n'a jamais vu?
Est-ce que c'est la fierté du Cameroun quand vous raconte des histoires avec Albatros et autres? C'est quand on parle de rien au Cameroun, c'est le niveau le plus élevé de la mafia. Deuxième chose, on ne peut pas se permettre le luxe de créer une entreprise de rente sous prétexte que c'est pour la souveraineté. Il y a des gens qui veulent cultiver une petite parcelle de maïs à Ndjombe et qui manquent de 2 kilos de maïs à des semences à 1800 francs. Entre-temps, on vous parle de 200 milliards levés dans un coin là, dans les emplois obligataires. Après, ces 15 milliards qui viennent d'être mis à disposition pour être volés et partagés parfois à certains cadres de Cameco. J'ai entendu, il y a la solidarité syndicale qui nous oblige à être solidaires des travailleurs de Cameco, mais qui, de temps en temps, ne pose pas les problèmes essentiels des travailleurs. Moi, je suis toujours surpris de voir, par exemple, des journalistes qui, parlant de problèmes des journalistes, vont au ministère de la Communication, ou des employés de Cameco qui, parlant de leur situation sociale, parlent au ministère du Transport, alors que le ministère du Transport n'a aucune compétence pour connaître de la matière sociale. Il y a un ministère du Travail et de la Sécurité sociale, c'est les questions du travail. J'ai l'impression que souvent à Cameco, peut-être que ce n'est pas le cas maintenant, au lieu que les gens parlent de rapports de travail, ils sont parfois eux-mêmes dans une cabale contre tel DG, ils sont parfois dans la promotion pour l'arrivée de tel et de tel. Quand on a vu des batailles entre DG et PCA, les travailleurs de Cameco souvent ne sont pas comportés comme des employés. Un employé a un rapport contractuel avec une entreprise. Et il se fiche pas mal de qui sera PCA ou bien d'une bagarre entre un PCA et un DG. Alors, le fait, Narcisse, c'est que aucun dirigeant d'une entreprise ne doit se permettre de prendre des décisions qui concernent les travailleurs sans passer par une concertation. Souvent, nous, quand on parle, bon, l'environnement est plus sauvage dans la presse qu'à Cameco, et on leur dit qu'il y a des partenaires sociaux qui, de façon tout à fait naturelle, devaient intervenir autour d'une table pour voir quelle est la situation. Ce n'est pas un DG qui, par un métier avec Yaoundé, décide par courrier de prendre des décisions. Puisque l'entreprise, c'est l'outil de production, mais l'entreprise, c'est ceux qui sont... Aujourd'hui, dans le secteur aérien notamment, puisque de temps en temps, on peut vendre du vent, les employés font partie, pas du patron, mais de l'outil même de production. Un facteur. Oui, ils sont facteurs, mais dans l'aérien, puisque je dis que ce n'est pas exactement comme si on était dans une savonnerie. Ils font partie, oui, c'est pas comme une savonnerie. Même l'équipage fait partie de l'avion. De l'avion, voilà. L'équipage fait partie de l'avion. Donc, ils sont facteurs de production. Ils sont des moyens même de production. Oui. Alors, quand vous décidez de choisir le nombre de pilotes, le nombre de ci, c'est que vous ne comprenez même pas comment. Et c'est tout à fait normal. Vous savez qui on nomme là-bas. Il y a quand même chez nous où des gens, des intellectuels peuvent accepter que n'importe qui aille gérer des choses tout à fait techniques. Il y a des métiers qui ne nous appartiennent pas. Moi, je ne peux pas gérer ce studio. Moi, j'ai au chantier naval, je n'ai pas, moi, je ne sais pas d'où me viendrait la compétence. Mais le décret confère une compétence au Cameroun. Donc, il faut, pour l'affaire de Cameco, dire que ça se répète. Ça se répète. Et tout ce qui est en fond, c'est que chaque fois qu'un DG est arrivé à Cameco, à des exceptions, c'est que les gens se disent il y a quelque chose à prendre là-bas. La mise en chômage technique des employés ne relève pas d'une décision souveraine d'un DG. Même le conseil d'administration n'a pas de qualité pour décider de mettre les gens en chômage technique. Il produit d'abord quoi? Vous dites que pandémie, qu'est-ce que vous produisez pour mettre les gens en chômage technique? Le chômage, la mise en chômage technique intervient généralement dans le cadre des industries. En cas de surproduction, on met les personnes en chômage technique le temps d'écouler la production. Si vous êtes une entreprise de service, l'idéal pour vous, ce n'est pas de dire on met les gens en chômage technique. On peut prendre des mesures sociales en concertation avec on n'est pas obligé de licencier le personnel. Si vous licenciez le personnel, parce que, je veux dire que si vous mettez les gens en chômage technique, parce qu'il y a une pandémie, cela suppose qu'avant la pandémie, l'entreprise se portait très bien. Non. Vous ne pouvez pas prendre pour peut-être... On a tous, vous savez que le meilleur moyen au Cameroun aujourd'hui de commettre les crimes financiers, c'est d'invoquer la pandémie, qui n'a rien à voir. Rien à voir. Vous savez que ça touche tout le monde.
sauf ceux-là qui sont en amont pour pensionner. Il faut remettre les choses. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la démarche des syndicalistes de Cameco, parce que je pense qu'ils auraient pu être plus offensifs avant et continuer tout de rester sur l'essentiel. On les a vus calmes de temps en temps quand ça les arrangeait, pas tous. Oui, parce que je sais qu'il y a une diversité dans cette revendication-là qui n'est pas toujours pour le bien des travailleurs. Il faut qu'on considère Cameco, il ne faut pas qu'on dise que c'est pour la fierté nationale. Personne ne travaille pour la fierté nationale. Quand Paul Biya travaille à Yaoundé, il est payé. Paul Biya n'est pas président de la République par fierté ou bien par... Il n'y a pas un prestige seulement à être président, il y a le fait que lui, il gagne son pain en étant là-bas. S'il ne gagnait rien, il aurait abandonné le pouvoir. Okay, donc un travailleur n'est pas à Cameco pour satisfaire la fierté nationale. Il faut qu'on paye. Si vous l'avez employé à Cameco, il doit être payé. Et une entreprise, fût-elle créée pour la fierté nationale, doit répondre aux critères d'une entreprise à proprement parler. À savoir qu'il y a des gens qui font des prestations et qui doivent être rémunérés, à savoir qu'il y a des conventions de travail qui existent et que toutes les décisions cruciales comme la mise en chômage ou même le licenciement devaient passer par la consultation des acteurs sociaux. Et je ne suis pas d'accord avec vous sur votre proposition de baisser les salaires. On n'a pas besoin de baisser les salaires. On n'avait pas tout à l'heure sur la question, un blocage. Sur la question de baisse des salaires, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il va mieux nous expliquer ce que c'est concrètement. Alors, Emmanuel Kounié, il n'y avait-il pas d'autres moyens pour résoudre cette crise-là à Cameco sans qu'on envoie en chemin technique le personnel? Oui, mais quand les gens ont procédé au recrutement de ce personnel-là... On va rappeler qu'il s'agit de 371 personnels de tout le monde a été unanime à reconnaître qu'il y a eu des recrutements massifs à la Camer et que ces recrutements ne correspondaient pas, n'est-ce pas, aux besoins de la Camer. Et même quand il a fallu acheter des appareils, on nous a parlé des MA60. Tout le monde sait ce qui s'est passé. On nous a dit, on est allé jusqu'à parler de ça à l'Assemblée, où des avions qui coûtent, je crois, 5 milliards ont été achetés à 35 milliards. Et un ministre de la République était à la manœuvre et il nous a même dit que, bon, ils ont acheté 2, on leur a fait cadeau d'un avion. Alors, je ne sais pas si même des véhicules, vous pouvez acheter 2 véhicules, on vous fait cadeau d'un véhicule. On n'a jamais entendu de ce genre de choses. Non, tous ces gens-là, moi, je crois qu'ils ont transformé la Cameco en une sorte de vache à lait. Et je crois que ce système, tel qu'il est conçu, tel qu'il fonctionne, ne peut pas résoudre le problème de la Camer. Et quand ce système ne sera pas là, il faudrait bien qu'on interroge ce genre de personnes, qui nous expliquent comment ils ont pu acheter 2 avions et on leur a fait cadeau d'un avion. Comment ils ont pu acheter des avions dont on a vu d'autres personnes acheter à côté. Et avec, ils ont acheté peut-être 4, 5, 6 fois plus cher. Comment ça s'est passé? Donc, Cameco est un creuset de mafia où des gens arrivent là-bas par décret. Il y a quelques rares cas où on a vu, n'est-ce pas, des directeurs généraux nommés à la Camer, alors que ce sont des gens qui sont du métier. Mais ce sont des gens qui sont des administrateurs, des choses comme ça. Ça devient très compliqué parce qu'on prend des gens qui ne sont pas du secteur et on leur donne une responsabilité technique qu'ils ne peuvent pas assumer. Et comme a dit Denis Kouébou tout à l'heure, les gens pensent que quand ils ont déjà le décret, ça leur confère, n'est-ce pas, une connaissance de tout dans tous les secteurs. Et c'est pour ça que vous allez voir que nos entreprises, ce n'est pas seulement la Camer, hein, allez au chantier naval. Ce qui s'est passé au chantier naval est un drame sans précédent. Sans précédent. Parce que le chantier naval était une société qui avait des cadres, des ingénieurs et tout ça. Tous ces gars-là, nous les voyons au quartier en train de déambuler, ils sont devenus des clochards. Et celui qui était là, qui travaille avec eux est en prison, mais on n'a pas pu jusqu'à présent trouver quelqu'un pour le remplacer et c'est tombé, n'est-ce pas, en ruine. Et la Camerco, elle, est dans une situation où il y a, comme Denis l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, des gens qui sont installés quelque part pour gérer les subventions. Ils savent que la Camer vit des subventions et ces subventions-là, ils les orientent, ils les partagent. Donc moi, je crois que vraiment c'est très compliqué. Et quand on entend le directeur général nous parler du Covid-19, c'est un alibi, c'est tiré par les cheveux, c'est très faible comme argument. Il aurait dû ne pas le dire ou bien il aurait dû dire autre chose. Et puis, s'il devrait mettre des gens en chômage technique, parce que mettre des gens en chômage technique suppose que soit on est en situation de surproduction, comme on vient de dire, soit on est en situation de manque de matières premières pour pouvoir produire. Et en ce moment, il faudrait expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la matière première. Mais on voit l'État tout le temps est en train de venir au secours de la Camer. On envoie toujours de l'argent
Et si on dit que la Camer, c'est le porte-étendard, là, vous ne fait pas créer une entreprise, vous allez seulement mettre de l'argent infiniment et que cette entreprise ne produise rien. La Camer est très endettée, le passif est très lourd, en dehors même des subventions. Donc moi, je continue à dire que nous avons besoin d'un porte-étendard. La Camer telle qu'elle est là, je ne pense pas qu'elle est redressable. Il faut peut-être la mettre à côté et créer une autre Camer, je ne sais pas Camer quoi. Il faudrait peut-être y arriver. Et puis nous donner le devoir et l'obligation, peut-être avec le même personnel, peut-être avec l'obligation de gérer un peu plus intelligemment, un peu plus, de respecter les règles de l'art, et de faire en sorte que même des gens qui ont grandi dans la maison puissent, n'est-ce pas, prendre les rênes de la Camer, pourquoi pas à un moment donné. Que c'est une affaire de mafia. Dieudonné Bambok, comment le directeur général de Camerco aurait dû procéder pour éviter la mise en chômage technique du personnel? J'ai apprécié l'intervention du syndicaliste de Camerco. Jules Frédéric Mbenga. Oui, qui a dit que la position du directeur général est illégale et illégitime. Quand on prend ces deux mots, illégal parce que pour prendre une telle décision, c'est les partenaires sociaux. Il faut inviter sur la table de négociation les délégués du personnel pour prendre une décision, et cette décision, tout le monde va l'assumer. Il ne reste pas dans son coin et décider unilatéralement d'une certaine position. Illégal parce que c'est pas lui, c'est une entreprise d'État, c'est un directeur général qui exécute les décisions du conseil d'administration. Est-ce que le conseil d'administration a même pensé à restructurer l'entreprise? Lui, à son niveau, il vient prendre cette décision. Moi, je pense que ce que le directeur général devrait faire, il devait donc convoquer les partenaires sociaux pour réfléchir par rapport à la situation actuelle de Camerco. Mais en réalité, ça allait accoucher d'une souris parce que la Camerco nous démontre aujourd'hui l'image réelle du Cameroun, parce que c'est à l'image même de la malgouvernance du pays. On ne peut pas, même si, d'après ce que Manuel dit, qu'il faut créer une autre Camerco, oui, il faut créer une autre Camerco, mais après avoir changé le système qui nous gouverne. Mais avec le même système, on aura le même résultat. Donc, pour le moment, nous pensons que il faut une alternance, et après cette alternance, repenser notre étoile de l'air. Sinon, avec le même système, il n'y aura pas de résultat. Ok, Jules Frédéric Benga, parlons-nous maintenant de cette solution alternative. On rappelle que le 24 juin 2020, vous avez adressé une correspondance au ministre des Transports pour lui faire part de vos propositions, parmi lesquelles la réduction des salaires du personnel par palier. Évidemment, nous avons simplement réitéré ce que nous avions déjà dit. Parce qu'il faut le relever. Contrairement à ce que Denis, le camarade Denis Kouébou venait de dire tout à l'heure, le syndicalisme à Camerco est très actif. Et quand on parle d'un préavis de grève, il comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a adressé aux autorités de travail des documents qui ont permis de mettre en valeur certaines choses qui dénoncent un certain nombre de dérives au sein de l'entreprise. Maintenant, nous avons simplement, dans les 3 rencontres que nous avons eues, pourquoi? Parce qu'il faut le dire, lorsque la direction générale a décidé de s'adresser au ministre du Transport en disant « Nous devons mettre une partie du personnel en chômage technique, d'ailleurs qui est mal appelé, je ne sais pas ce que ça veut dire, personnel non essentiel, parce que je ne sais pas s'il y a un projet dans lequel le personnel qui reste sera essentiel, et en quoi il sera essentiel. Les partenaires sociaux que nous sommes, nous continuons de nous poser la question. Le ministre donc a écrit au directeur général pour lui dire « Allez rencontrer les partenaires sociaux tels que stipulés par la loi du pays ». La direction générale est venue, a convoqué les délégués du personnel, leur a dit, j'ai pris la décision de mettre les gens en chômage technique. Si on ne me donne pas 2 milliards, le ministre a dit, il n'y a pas 2 milliards, alors je vais mettre les gens en chômage technique. Déjà, on s'est posé la question, pourquoi 2 milliards? Mais la masse salariale de Camerco, c'est 2 milliards.
Quel est le rapport qu'il y a entre 2 milliards et le chômage technique? Nous ne sommes même pas 400, ça ne coûte même pas 400 millions de masse salariale à Cameco actuellement. Pourtant, on dit dans tous les réseaux qu'on coûte 500 millions à l'État camerounais, un demi-milliard, ce qui est faux. Je le dis bien, faux. Donc, lorsque nous partons de Yaoundé, des rencontres avec la direction générale, qui dit ça aux délégués du personnel, les délégués du personnel disent « Ok, nous avons pris note, nous allons nous retourner vers les travailleurs. » Et paf, un jour après, la direction générale les convoque et dit « Nous allons nous retrouver mardi avec l'inspection du travail pour les modalités de mise en œuvre. » Et les délégués du personnel écrivent un courrier au directeur général pour lui dire « Monsieur le directeur général, nous avons pris bonne note, mais seulement, s'il vous plaît, nous vous demandons un report de la date de mardi. » Ce que le directeur général n'a pas accordé, parce qu'il ne s'est même pas manifesté ni se prononcer sur cette question, mais plutôt à donner une demande d'explication collective aux délégués du personnel, mise en garde. Et face à ça, les délégués du personnel ont saisi les syndicats. Et une fois qu'on a saisi les syndicats ont donc écrit au ministre du Transport, écrit au ministre du Travail, pour dire qu'il y a une dérive qui se pointe à l'horizon. Et quand le directeur général a donc pris sur lui de ne pas, une fois de plus, déroger à une recommandation du conseil d'administration qui a reçu conjointement les présidents des syndicats et la direction générale, et nous a demandé pour une deuxième fois, allez vous entendre. Et nous sommes revenus sur la table de négociation, la direction générale a dit, ça on commence à m'imposer la cogestion. Et on dit, mais là il y a un problème. Parce que les syndicats, c'est leur rôle. Et le directeur général a continué dans sa manœuvre à écrire au PCA. Et une fois qu'il a écrit au PCA, le PCA lui a répondu encore. Puisque vous n'avez pas pu vous entendre, remontez le dossier au conseil d'administration. Et la direction générale s'est encore entêtée et a écrit plutôt au ministre des Finances, disant je prends la décision de mettre une partie de personnel 371 en chômage technique et je garde 206. Seulement dans sa propre lettre, sa propre note au MINFI, il écrit je ne peux pas appliquer une telle décision sans avoir apuré le passif de 4 mois d'arrêt de salaire des travailleurs, sans leur garantir la santé, sans. Seulement, lundi, non, même pas lundi, de façon encore illégale, samedi, tous les employés qui sont sous le coup du chômage technique commencent à recevoir des courriers email. Dimanche, reçoivent des courriers email. Et le personnel se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Nous saisissons la République pour dire, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas du tout bien, et que si nous laissons faire, alors ça ne va pas être gai. Et nous disons donc à la direction générale, revenons à la table de négociation, mais seulement la direction générale est braquée et a décidé que, excusez-nous pour les syndicalistes, on a des mots souvent extrêmes, on va massacrer le personnel, parce que le chômage technique, dites-vous bien, quand on commence à payer pour la première traite, c'est 50% de votre salaire de base, plus l'ancienneté, qui correspond globalement dans votre salaire net que vous percevez mensuellement à 15%. Ça veut dire on dit qu'on vous paye 15% de votre salaire le premier mois, et ce sera dégressif, et vous allez finir à 20%. Donc, et quand je dis 20%, ce n'est pas 20% du salaire global, hein. C'est-à-dire, sensiblement, vous allez finir à 7% de votre salaire net. Pour un personnel hautement qualifié. Monsieur, je vais vous le dire, le chômage technique coûte plus cher que garder tout le personnel. On ne fabrique pas un pilote en un jour. Mais je vous rappelle qu'en 6 mois, on perd sa licence. On n'est plus pilote. Et vous prendrez encore du temps pour reformer. Ça coûte des centaines de millions pour former un pilote. Une hôtesse de l'air, un steward, un technicien de maintenance avion, un ATE, agent technique d'exploitation, et plein d'autres. C'est des sommes énormes que vous ne pouvez pas imaginer, qui dépassent de loin. Et c'est pour cela que nous avons donc approché la direction générale dans sa démarche
qui dit, nous gardons 206 travailleurs, ces 206 coûtent un montant. Nous mettons 371 en chômage technique qui coûte un montant. Et nous partons sur la base de la direction générale en disant, si on prend donc ce que coûtera les 206 et ce que coûtera les 371, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Quand on mélange les deux, ça donne simplement, mensuellement, le montant qui équivaut à une baisse de 30% de salaire pour tout le monde. Simplement. Et nous mettons ça sur la table en lui disant, nous on part même plus loin, on peut vous aider à faire un saving. Si on va dans la logique d'échelonner les pourcentages. Et on a réussi à démontrer que on pouvait faire une épargne encore, même sur le chômage technique proposé et appliqué actuellement, qu'on peut faire gagner encore de l'argent à l'État. Donc, d'où sort que la direction générale prenne sur elle de faire souffrir les familles camerounaises, parce que dites-vous bien, même les 206 travailleurs ne sont pas en sérénité. Parlons de cette parce qu'on a licencié, excusez-moi de vous le dire, on a licencié tous les délégués du personnel presque. Il faut qu'on avance. Alors, parlons alors de cette solution alternative-là. Qu'est-ce que vous proposez concrètement au ministre de Transport? Ce que nous avons dit concrètement, c'est d'abord que nous demandons sans défiance, alors sans défiance, que la décision de la direction générale soit rapportée. Nous demandons que l'ensemble du personnel soit remobilisé, parce que là, si on n'arrête pas ça, ça va diviser à tout jamais les travailleurs de Cameco. Donc, c'est de remobiliser la force de travail. Troisièmement, c'est de partager le projet Camerco. Tout à l'heure, je disais c'est une fierté. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'a un travailleur dans le secteur de l'aérien. Quand un technicien qui vient de faire une intervention voit l'avion décoller, personne ne voit celui qui a fait ça. Il est extrêmement fier et il est capable de le faire pour toujours. La preuve, on le fait 4 mois sans demander un franc à quelqu'un, sans réchigner, sans casser, simplement parce que notre proposition. Donc cette proposition-là nous permet donc d'arriver à dire que l'État a mis sur pied un plan de stabilisation que nous appelons de tous nos voeux, qui peut se faire même demain, c'est-à-dire la relance de l'activité. Nous tous, travailleurs de Camerco, les syndicats, les délégués du personnel, n'appellent qu'à ça, le travail, c'est-à-dire, l'autre solution que nous formulons, relancer la production, l'exploitation. Puisque nous savons que l'État a financé un Q400, qui est déjà payé. Et les lois disent, nous n'attendons que votre go pour que nous arrivions au Cameroun et travailler. Il y a un 737, 400, payé, d'une entreprise que je vous invite à aller taper un peu sur Internet pour voir ce que c'est que Jonica. Alors, on va chuter, hein, pensez à chuter, parce qu'il faudrait qu'on avance. Pour nous, les solutions ne sont pas compliquées. Il suffit simplement de prendre ce que le Code du travail prévoit, de faire la baisse de salaire, ce que d'ailleurs la majorité des travailleurs a validé. Ensuite, relancer l'activité immédiatement, ce qui est possible, je dis bien dans l'immédiat, et revenir aux tables de négociation. Pourquoi? Parce que Camerco, figurez-vous, n'a pas de business plan. On fait un peu de la navigation à vue. Et nous, les syndicalistes, nous disons depuis qu'il faille revenir sur cela. Pour dire quel est le projet. Et pour chuter, je vais dire une petite chose. Tout à l'heure, j'ai entendu que le personnel est nombreux. Non, ce n'est pas vrai. Parce que si vous prenez les ratios ne sont pas nombre de travailleurs par avion en marche. Puisque vous avez ce qu'on appelle un CTA. Si votre CTA, c'est qui vous permet d'exister, dit que vous avez 6 avions, vous devez avoir le personnel, même si ces avions ne volent pas. Puisque si vous n'avez pas le personnel, qu'est-ce qui va justifier que cet avion soit dans votre CTA? S'il n'existe pas, vous ne l'utilisez pas, vous le retirez de la flotte. Mieux, les employés ont été recrutés
successivement par vagues successives. Et il y avait un projet qui partait des 3 avions de départ de Cameco qui étaient un Boeing 767, 2 Boeing 737, pour une destination qui amenait le Cameroun à 26 avions, à échéance 5 ans. Seulement, ce projet-là s'est vu détruit parce que, il faut le dire, le Cameroun est un grand marché. Et nous ne pouvons pas comprendre que Cameco ne profite pas de son marché. Ok, d'accord. Voilà, chers messieurs, on va faire le dernier tour de table. Le syndicaliste vient donc de faire le diagnostic de cette entreprise aérienne. On ne peut plus grabater, on le sait, c'est depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour sauver Cameco de cette crise, une crise qui est la secoue, et puis on a cette dernière information, n'est-ce pas, la mise en congé technique du personnel. Bon, je commence par vous. À voir le nombre de compagnies étrangères qui desservent le Cameroun, on a envie de dire que le Cameroun est une très bonne destination. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas en profiter? Mais ce n'est pas avec Camerco qui n'a pas d'avion du tout. Je comprends les syndicalistes qui pensent qu'on a acheté un avion virtuel. C'est vrai. Mais est-ce que les gens vont voyager dans des avions virtuels? Est-ce que c'est vrai que nous sommes en Afrique? Il y a ceux qui voyagent souvent dans des chaussures. Non, sans vous couper, les avions que j'ai dit, c'est tout de suite. C'est payé. Et l'avion, les lois ont dit, dès que vous demandez, en 5 jours, l'avion est au Cameroun. Okay. Donc ce n'est pas virtuel. Parce que nous sommes au Cameroun et nous savons comment ça fonctionne. Et on a peur que dans 5 jours, les 5 jours deviennent élastiques. Nous voulons du concret. Or, j'ai dit que le Cameroun est une bonne destination pour le business aérien au vu des compagnies étrangères qui desservent notre pays. Donc, il faut faire un effort de repenser Camerco. C'est ce que je dis. Mais repenser le Camerco avec la malgouvernance de notre pays, est-ce que ça va apporter quelque chose de nouveau? Je suis sceptique. D'accord, Emmanuel Kounié. Oui, de toute façon, je crois qu'on ne pourra rien faire. Parce que le Cameroun ne peut pas se gérer comme un saucisson, où on coupe un morceau et tout ça. Ce qui se passe à Cameco, là, s'inscrit dans un malaise global. Et puis, c'est un gouvernement qui est géré par des réseaux. Quand vous voyez le directeur général prendre des décisions unilatéralement, lui sait d'où il vient. Il sait qui l'a mis là. Le PCA lui-même sait comment il arrive. Le ministre du Transport sait comment il arrive. Le ministre, vous avez vu par exemple la communauté urbaine. Quand le délégué du gouvernement a licencié les délégués du PSU, ça dit que toutes les négociations, il a refusé d'exécuter les décisions du ministre du Travail. Il a refusé d'exécuter les décisions de justice. Même les décisions à la Cour suprême, il a résisté. Les délégués ont fait même la grève de la faim. Ils ont tout fait. Mais lui, comme il savait d'où il venait, ça ne lui a rien dit. Donc je pense que c'est un problème de notre système. Moi, je crois qu'on ne pourra pas facilement trouver une solution à la Camer. La solution doit être la solution globale. C'est-à-dire que ce régime, tel qu'il se présente, ne peut pas nous permettre de résoudre un tel problème. Denis Kobo, on termine avec vous. Bon, je sais qu'au moment où l'ancien DG Ernest Dikoum partait de Cameco, Cameco ne recevait plus pratiquement de subventions. Et le problème qu'il a toujours eu, à ce que nous savions, c'est qu'il empêchait donc à ceux qui gèrent les subventions de à Cameco. Oui. Et aujourd'hui, c'est pas quand il parlait de... Je dis que, il faut peut-être revenir sur un détail. Oui. Les subventions que Cameco reçoit s'appellent subventions d'équilibre. Oui. Ce n'est pas un argent qu'on disponibilise que Cameco dépense, non. C'est que Cameco fait une exploitation et il vient compenser le déficit d'exploitation. C'est-à-dire, si Cameco doit avoir, je donne un chiffre exact, 4 milliards de charges d'exploitation et qu'il a fait un chiffre d'affaires, par exemple, de 2 milliards 5, alors l'État lui donne 1 milliard 5. Donc, ce n'est pas un argent qu'on vient donner pour être consommé. Ok, pour suivre Denis Kobo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type d'entreprise à déficit permanent. En dehors de l'armée, c'est quand vous voyez les militaires travailler là, leur travail, ils ne produisent pas les bonbons pour qu'on vende. Ils produisent un résultat quand le pays est sûr.
Alors, vous ne pouvez pas entrer dans les avions. Moi, je suis dans les avions. Vous allez par de grandes compagnies, même en Afrique, qui gagnent de l'argent, qui font développer les pays. On a au Cameroun une entreprise qu'on a appelée Cameco au départ, qui a pris des centaines de milliards pour arriver à une situation où de temps en temps, votre DG est dans une opération de chantage. Tout à l'heure, j'ai accusé votre attitude qui consiste à souvent fermer les yeux. C'est-à-dire que je suis content maintenant que vous posiez les problèmes de l'entreprise elle-même. Avant, ce n'était pas ça. Avant, c'était dans les conflits. C'est-à-dire qu'entre le DG et le PCA, on voyait que le personnel n'était pas aussi mobilisé. Aujourd'hui, il y a une convergence objective et tous les employés de Cameco voient que, en réalité, nous avons un destin commun en tant que travailleurs. Il faut qu'on pose des problèmes de travail. C'est en cela qu'on peut être solidaire. Mais avant, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, il y a une opération de chantage pour sortir de l'argent des caisses. Bon, il y a quand même la retenue. Vous êtes un employé. Vous n'êtes pas censé parler des choses qui concernent la politique. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on vous a dit qu'il fallait mettre 2 milliards, si on avait mis 2 milliards sur la table, n'est-ce pas, le projet serait fini. Donc, Cameco, si on met 2 milliards là, on ne met plus les gens en chômage technique, non. Donc, le problème de Cameco, c'est 2 milliards. Et peut-être que celui qui sort l'argent et qui se le partage avec vos dirigeants veut à tout prix sortir de l'argent. Et il faut agiter dans le spectre de cette mise en chômage technique de plus de 2 tiers de personnel. Et là, ça va faire peur parce qu'on sait qu'il y a des fonctions comme ça. Le régime lui-même étant instable politiquement, la rente devenant de plus en plus maigre à cause des problèmes. Quand on dit pandémie, là, l'argent, vous savez, il y a ce qu'on appelle chez moi, dans mon village, Zoknan. Zoknan, c'est qui mange sans préparer. Donc vous avez une bande de personnes qui savent manger, mais qui ne préparent pas. Et c'est là le problème. Il n'est pas que des milliards. Pour avoir 1 franc, il faut travailler pour 1 franc. On ne peut pas installer une entreprise au cœur de la capitale, au cœur du Cameroun. Ça s'appelle Cameco. Et tous les jours, il faut donc subventionner. Subvention pourquoi? On n'a pas à subventionner, puisque quand les gens sont malades ici, ils payent pour se faire évacuer à l'étranger. Si au moins il y avait un service d'évacuation sanitaire à Cameco, on dit bon, ok, il faut subventionner parce que de temps en temps, c'est eux qui vont évacuer nos malades. Mais ça, on donne ça, vous savez qu'on paye des milliards aux compagnies autres que Cameco pour faire ce genre de boulot-là. On aurait pu dire, ok, nous avons une compagnie aérienne, désormais, on a nous-mêmes notre avion médicalisé. C'est cet avion-là qui va faire partir nos malades à un frais, aux frais acceptables, raisonnables. On ne fait pas la charité à Cameco. Vous connaissez comment l'activité du transport aérien est une activité sensible. C'est de haute, c'est-à-dire que le niveau de service doit être absolument élevé parce que c'est des normes qui sont internationales. D'où vient-il donc que le problème d'une entreprise comme celle-là, qui a des avions loués et gardés, c'est-à-dire que vous avez loué la maison, vous ne cherchez pas à avoir, mais vous voulez 2 milliards. 2 milliards pour faire quoi? Pour payer les salaires. Si vous voulez 2 milliards, parce que dans les 2 milliards, vous pouvez trouver de quoi gérer encore votre vie pendant 4 mois. On ne peut pas faire ça. C'est pas que les Camerounais ne doivent pas être solidaires d'une telle gestion. Sachez que au Cameroun, là, je crois que les autres ont parlé de la mafia. Et là, vous chutez des lits parce qu'il faut vous dites qu'ici, en réalité, au Cameroun, on sait que quand les gens se battent, ils assassinent même pour être DG. C'est que ce poste-là n'est pas destiné à faire fonctionner une entité au profit de l'État et des Camerounais. C'est une entité qui vous permet de vous remplir les poches et de donner quelques commissions à ceux qui vous ont mis là. Tous les DG, vous avez un DG camerounais qui est nommé selon les règles de l'art? Pas du tout. On sait que ce sont des privilèges, des facilités qu'on accorde soit à un chômeur, soit à quelqu'un qui est disposé à partager son salaire. On a vu même des entraîneurs de foot qui prennent le salaire et qui doivent le diviser par 10 ou par 15. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne pense pas en réalité qu'il y a des gens, pour qu'un avion vole, il y a des gens qui font voler l'avion. On parle de tout le monde, sauf de ceux qui vont voler l'avion. Et le ministre va attendre de votre courrier. Le courrier du personnel, en réalité, ça peut aider le ministre à recentrer les rapports d'équilibre de force entre eux, parce que tout le monde voit comment on est en train de tuer une entreprise. Et il ne revient pas au personnel de dire, mais l'État est propriétaire et doit être regardant sur ces milliards qui sont déboursés tout le temps au profit d'une entité comme Cameco. Alors, voilà. Ça ne les intéresse pas. Voilà, c'est bon. On va juste en 30 secondes. 30 secondes. Oui, en 30 secondes, ce que je souhaiterais dire, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est de tuer Cameco. Parce que, souvenez-vous, la transition entre Camer et Cameco, ça a pris 3 ans. Or, le décret disait, ça se créait juste. Donc, Cameco démarrait quand Camer s'arrêtait.
Ça a pris 3 ans. C'est trop long. D'un. De deux, recapitaliser l'entreprise selon un business plan bien indiqué. Et troisièmement, conserver tout le personnel. Parce que cette expertise que le Cameroun a pu avoir et que le Cameroun a et qui est reconnue, il ne faut surtout pas frustrer cette denrée rare qu'est ce personnel qui ne demande qu'à travailler. Voilà. Alors, il était vrai qu'il était prévu que vous nous quittiez après cette première partie, mais j'ai une question à vous poser. Vous êtes consommateur de l'énergie électrique? Oui, bien sûr. Comment ne pas l'être? Donc, vous pouvez rester avec nous. Bah oui, bien sûr. D'accord. Voilà, on prend une petite transition et lorsqu'on y revient, on embraye sur le second sujet. Trois syndicalistes et puis un économiste sur ce plateau pour cette deuxième partie. Hein, c'est le deuxième jet donc, de cette émission. On vous l'a dit à l'entame, l'ARCEL a suspendu l'opération d'estimation des index des compteurs d'énergie électrique. C'était ça donc la correspondance du directeur général de l'agence de régulation du secteur de l'électricité. ARCEL adressé au directeur général de Eneo le 11 juin 2020. Alors pour planter le décor à Mbombok, je rappelle que vous êtes président de l'association citoyenne de consommateurs de l'eau, de gaz et puis de G-Télécom, avec une estimation mensuelle variant habituellement entre 7 000 et 10 000 francs CFA. Un ménage modeste de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, reçoit pour le compte du mois de mai 2020 une quittance dont le montant de consommation affiche plus d'1 million de francs CFA. Avez-vous déjà personnellement, vous ou alors un membre de famille, fait face à ce genre de situation? Bien, personnellement, je vais dire que je profite encore de ce statut d'avoir servi cette entreprise pendant 35 ans. Donc, je ne sais pas comment on paye l'énergie électrique. Quelqu'un proche de moi qui ait eu une facture d'1 million de francs alors que habituellement il consomme 10 000, sincèrement, je n'ai pas encore vu. Mais j'avoue qu'il y a des problèmes en tant que président d'une association des consommateurs. Nous recevons des requêtes des consommateurs qui se plaignent de l'arnaque, surtout de l'arnaque des employés des sociétés sous-traitantes à Eneo, qui viennent soit dire que les compteurs ont été touchés, ils ont fait des fraudes et qui demandent soit 50 000, sinon seront facturés à au moins 500 000 francs ou 350 000, ainsi de suite. Ça, c'est des cas que nous avons vus. Mais voir des factures exorbitantes, comme vous l'avez dit, à 1 million, sincèrement, je n'ai pas encore vu. Maintenant, par rapport à la lettre de ARCEL, que j'ai reçu, que j'ai lu, j'ai une petite analyse à faire, un petit commentaire à faire. Parce que quand ARCEL dit que Eneo n'a pas relevé au mois de mai et que Eneo fait systématiquement, il dit bien systématiquement, c'est ce qui est écrit, de l'estimation des index, et moi je me pose une question. Est-ce que ce n'est pas un appel de pied que ARCEL est en train de faire auprès d'Eneo? Parce que de l'autre côté, vous allez voir que Eneo, parce que Eneo veut améliorer son système de facturation, a ciblé environ 35% de ses clients pour faire de l'estimation alternée, c'est-à-dire 1 mois sur 2, on relève, et pour voir à peu près comment ça se passe. Et cette estimation est calculée sur la base des 3 derniers mois de consommation. Alors, quand on regarde donc les deux informations, on se pose la question qui a tort. C'est le consommateur qui subit en ce moment-là. Et ARCEL qui dit que c'est systématique,
l'estimation des index, Eneo dit j'ai pris 35% des consommateurs, de mes clients, pour essayer de voir comment améliorer. Surtout que c'est un système qui marche en France, au Gabon, au Kenya, qu'on veut amener au Cameroun. Donc, et c'est là où on s'interroge. Alors, Emmanuel Kounié, Eneo dit que ce mécanisme consiste en la réduction de la fréquence de passage des releveurs chez les clients. Et ce passage, il faut le dire, c'est fait désormais tous les 2 ou 3 mois. Par souci de respect des mesures et barrières, estime donc cette entreprise. Sauf que cette nouvelle façon de faire ne trouve pas l'assentiment du régulateur. Cette intervention de Arcel vous semble-t-elle juste, correcte? Je suis absolument d'accord avec le régulateur parce que moi-même je suis victime de cette affaire-là. Hein? Vous êtes chez vous, vous avez votre compteur. Et un matin, on vient vous dire, ce compteur, il faut le remplacer et tout ça. Et on vous apporte un nouveau compteur. Déjà, c'est un nouveau compteur. Déjà, c'est Eneo qui apporte son compteur. Il dépose chez vous, il met les plombs. À un moment donné, ils viennent faire des contrôles. Ils vous disent qu'il y a des problèmes. C'est eux qui ont mis le compteur. C'est eux qui contrôlent. Et quand ils contrôlent, ils vous disent qu'il y a des problèmes, il y a des infractions. C'est eux qui tranchent, c'est-à-dire que c'est eux qui jugent. Et c'est eux qui prennent la décision, c'est-à-dire que c'est eux qui vous condamnent à payer peut-être 400 000 francs, comme j'ai reçu une facture de 400 000. Et c'est eux qui exécutent le jugement, c'est-à-dire que si vous ne payez pas, on va venir vous couper, etc. Et vous voyez des gens qui débarquent chez vous, vous êtes obligé d'aller là-bas, si vous ne signez pas le moratoire, et vous n'avez pas de voie de recours. Vous ne savez pas à qui vous adresser. Vous discutez avec la personne qui est venue déposer son compteur, venue faire son contrôle, venue vous dire que le même compteur qu'il a déposé est défectueux et qui vous donne des pénalités et qui vous oblige à payer. Et la personne qui est telle que si vous ne payez pas, elle va vous déposer le compteur et vous n'avez pas de voie de recours. Moi, je suis allé là-bas, j'ai demandé à ces messieurs, mais attendez, vous êtes la personne qui donne la prestation. C'est vous qui déposez votre compteur. Maintenant, vous venez dire que les plombs ont bougé, etc. Et vous dites que on doit pouvoir nous sanctionner. Et vous me sanctionnez et vous me demandez de payer des sommes supplémentaires. Moi, je dis que je ne comprends pas, mais je n'ai pas de voie de recours. Je fais comment avec vous? Donc, moi, j'avoue que cette situation est compliquée. Et quand maintenant, il nous parle, n'est-ce pas, d'estimation des index, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de consommer tel montant, et on suppose que ce mois, vous devez payer tel montant parce que c'est par habitude, mais c'est très compliqué. Il faut que ces gens cessent de... Les gens n'ont pas d'argent à garder quelque part pour résoudre ce problème. S'ils ont des problèmes, qu'ils règlent leurs problèmes et qu'ils fassent payer aux gens ce qu'ils ont consommé. Et s'ils ne peuvent pas faire le travail, qu'ils ne fatiguent pas les gens. Nous ne sommes pas comment dirais-je, nous ne sommes pas des gens sur qui on doit faire des expériences. On ne doit pas venir faire des expériences sur des ménages. Encore que les revenus des ménages sont des revenus très limités. Donc je suis d'accord avec Ansel que ce qui est en train d'être fait n'est pas admissible et que Eneo doit s'arranger pour que chacun paye ce qu'il a consommé. Si ça lui coûte 50 000 passages, qu'il fasse 50 000 passages. Et puis s'il ne peut pas le faire, qu'on divise ça, c'est-à-dire qu'il y ait même, 10 prestataires, qu'on le fasse même par arrondissement, qu'on intègre même les mairies dedans, pour que chacun puisse consommer, payer ce qu'il a consommé. Parce que ce que nous vivons est absolument inadmissible. Déjà, ils ne sont même pas capables de nous donner le courant de manière continue. Il y a cette affaire de délestage, c'est d'ailleurs le Covid-19 a peut-être eu un côté négatif, mais au moins, le Covid-19 a fait que les entreprises qui consomment l'électricité sont mis à consommer de moins en moins. Et puis, on a eu une petite période où on a eu le courant en continu. Mais si les activités reprennent normalement, Eneo n'est pas capable de ravitailler, n'est-ce pas, les gens de manière continue. Et non content de cela, on paye plus cher qu'avant et le service que nous avons, les prestations de Eneo ne sont pas satisfaisantes. Donc, je crois qu'il faudrait que le régulateur lui-même s'implique pour s'assurer que la quantité d'énergie qui est disponible est celle qu'il faut et que nous ne faisons pas l'objet, n'est-ce pas, les consommateurs ne doivent pas devenir de cobayes, être utilisés comme cobayes à Eneo pour expérimenter des choses qu'ils ont vues ailleurs, etc. Moi, je crois que ce qui se passe chez nous n'est pas normal et qu'il y ait, de toute façon, qu'on arrive peut-être
que les associations de consommateurs se constituent au moins en voie de recours, qu'on sache où est-ce qu'on doit se plaindre quand on a des problèmes avec ces gens-là. Si vous allez au tribunal... Arcel est là pour ça, il invite d'ailleurs les consommateurs à les contacter lorsqu'il y a des dérives, lorsqu'il y a un problème de ce genre. On aurait bien voulu avoir un représentant de Eneo sur ce plateau. Nous avons essayé d'avoir un représentant, mais nos efforts ont tous été voués à l'échec. Alors, j'ai juste la même question à Jules Frédéric Mbenga. Quelle analyse faites-vous de ce nouveau mécanisme mis en place par Eneo? Moi, ce que je dirais, c'est voilà un drame social. Vraiment un drame social. Parce que je ne comprends pas que les populations qui n'ont demandé qu'un service, en contrepartie de donner ce que l'autre partie attend d'elle, se retrouvent au centre d'une affaire de gros sous qui, à la fin, comme on dit, quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui font le prix. Je suis consommateur de l'énergie électrique et j'ai expérimenté 2 systèmes, bizarrement, parce que le premier était celui où on m'apportait une facture et elle était tout le temps élevée par rapport à la consommation, les index et tout. Et j'ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer l'autre, qu'ils appellent aujourd'hui prepay. Donc vous allez là-bas, vous payez et on déduit de ce que vous avez payé le montant de ce que vous avez consommé. Et que je me rende compte que dans mon quartier, nous avons de l'énergie électrique en moyenne 3 jours sur 7, 3-4 jours sur 7, maximum. J'ai vu les petits commerces mourir dans le quartier. Et qu'à la fin du mois, quand je vais pour payer ma facture, c'est-à-dire compléter l'argent pour que mon compte soit toujours plein, on me dit, vous avez tout consommé et vous êtes même allé au-delà. Mais qui vous a demandé de me donner même plus que ce que j'ai payé? Qui vous a demandé? Et je dis donc que si le régulateur dans ce secteur doit dénoncer ce genre d'agissement d'une entreprise qui se veut citoyenne, on doit le faire avec la plus forte énergie parce que c'est des Camerounais qu'il s'agit. Et ces Camerounais payent le prix fort. Vous allez voir une petite maman quelque part qui fait son coussam, son foléré, qui ne peut pas le garder, le conserver. Et puisqu'elle n'a pas les moyens de faire un stockage optimal, elle est obligée de vendre un produit malsain, mal conservé la veille, parce que la chaîne de froid a été interrompue, parce que le frigo qui était branché s'est arrêté de fonctionner, a repris peut-être à 4 heures du matin. Et tous ces genres de choses-là, il faudrait que ça s'arrête dans notre pays. Et que l'État, moi j'aime bien dire l'État, parce que l'État a des secteurs dans lesquels il doit être très présent. Parce qu'il s'agit des vies des humains. Et laisser une entreprise comme Eneo nous transformer en cobayes, nous prendre pour des cobayes, c'est pas bien du tout. Ok. Alors, Denis Kobo, d'après l'Arcel, le nouveau mécanisme mis en place par Eneo pour l'estimation des index de compteurs d'énergie électrique est une violation des dispositions en matière de tarification de consommation d'électricité au Cameroun. Comment en arrive-t-on là? Alors, je crois que je vais être à l'aise sur cette affaire parce que il faut savoir que si Eneo vole, Arcel est le principal receleur. Arcel vit sur un pourcentage de l'argent volé aux Camerounais et qu'il est inversé. Donc il ne faut pas chercher à savoir si Arcel fait mieux que Eneo. Donc c'est un duo et les fonctionnaires sont organisés pour qu'on crée un régulateur qui est financé par le voleur. On ne doit pas aussi revenir sur le fait que il y a une rente qui a été organisée autour de l'arrivée d'Actis ici, y compris avec l'activité et la complicité de beaucoup de médias. Parce que les principaux médias camerounais avaient été associés à une opération qui s'était déroulée en Ouganda, pour ne pas dire la vérité aux Camerounais sur ce qui se passe dans ce secteur-là. Donc il y a eu ce deal jusqu'aujourd'hui
personne ne sait combien les patrons de presse qui étaient en Ouganda pour sceller ce deal entre Actis et Neo et AS. Donc il faut pas prendre les problèmes à la fin. Alors, ce ne serait même pas un problème si le consommateur était respecté. Tout le monde paye le crédit téléphonique à l'avance. On peut faire prépayer. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est la justesse de ce qu'on paye. Donc, si c'était prépayé et bien facturé, que ce soit en plus ou moins, on peut consolider les chiffres. C'est qu'en réalité, il faut chercher le problème ailleurs. Il y a un problème qui se passe entre Eneo actuellement et Arcel. Il y a un règlement de service au Cameroun. Le service de l'énergie électrique là, a un règlement de service. Donc ce n'est pas Eneo qui décide, ce n'est pas Arcel qui dit il y a un règlement. Moi j'ai reçu une facture où on m'a ajouté 20 000 francs, on a dit que je devais payer 20 000 francs parce que l'ampérage souscrit n'est pas ce qui figurait sur mon compteur. Je lui dis, ben, moi j'ai payé pour un branchement électrique chez moi, et puis vous êtes venu me brancher. Je ne suis pas intéressé par ce discours-là. Donc il y a 20 000 francs sur toutes mes factures, sauf que je ne peux pas payer. Le règlement de service voudrait aussi au Cameroun que la loi camerounaise protège le consommateur d'énergie électrique sur plusieurs plans. Quand vous payez pour un poteau électrique qui est installé devant votre domicile, ce poteau vous appartient. Et même les agents Eneo ne peuvent pas venir y accéder sans votre autorisation. En principe. Puis c'est votre poteau, ce n'est pas leur poteau. Mais les câbles sont dessus. Non, je dis que c'est votre poteau. Même l'agent Eneo n'a pas à aller là. Pour que Eneo suspende le courant chez vous, la loi dit qu'ils doivent prendre une ordonnance de justice. Sauf que chaque année, je ne sais pas à quel niveau dans la chaîne de justice au Cameroun, Eneo paye de l'argent pour ne pas avoir à payer, alors que c'était une disposition qui devait donner beaucoup d'argent à l'État, sur tout ce qui nous est ramassé comme argent. On devait payer, si pour vous suspendre le courant et chez vous, Eneo devait aller payer, lever une ordonnance. Or, cette ordonnance n'est pas levée, pas parce que Eneo veut, mais parce que l'argent qui devait être destiné à ces ordonnances est versé directement quelque part, je ne sais pas où précisément. Donc, ils ont le privilège du trésor peut-être. Non, ils n'ont pas le privilège. C'est qu'on remet de l'argent à quelqu'un pour laisser faire. Sinon, quand je le dis, ça veut dire que depuis que j'ai reçu cette facture avec 20 000 francs, ils ne devront jamais interrompre, prendre venir couper chez moi. Ils ne vont pas entrer là, ils n'ont pas accès à ma barrière. Ils vont passer par où pour couper. Sous les principes directeurs de l'OCDE, chapitres 4 et 5, la responsabilité sociétale des entreprises multinationales est engagée en ce qui concerne les sous-traitants. Donc, je ne connais pas, et moi je dis que moi consommateur, le consommateur n'a rien à cirer avec un sous-traitant d'Eneo qui serait dans l'ANAC. C'est Eneo qui a un contrat avec nous, consommateurs. C'est Eneo qui répond de tout le monde, y compris des frasques des sous-traitants. Donc il faut que cela soit sûr, il ne faut pas qu'on dise c'est le sous-traitant. Alors, il y a un ensemble de services qu'on paye, y compris l'entretien du compteur. Et l'entretien du compteur chez vous doit se faire avec un PV co-signé. Donc, l'abonné doit contresigner l'entretien de son compteur. S'il est mensuel, cet entretien, c'est-à-dire qu'Eneo doit payer, doit signer établir un rapport d'entretien du compteur et le consommateur doit contresigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons souscrit pour un contrat de fourniture permanente du courant électrique. Il faut bien relever le mot fourniture permanente. Ça veut dire que les coupures là, causées par les corbeaux ou bien ça ne vous concerne pas. Le contrat c'est fourniture permanente. Si la fourniture n'est pas permanente, vous avez le droit d'ester en justice et vous n'allez jamais perdre un procès face à Eneo. L'entretien doit être... Quand les gens vous disent maintenant que nous n'allons plus relever, c'est qu'on fait subir tout. Le compteur n'est pas entretenu. Quand on vous dit que le plomb a changé, mais moi je ne suis plus très actif au sein du RAS, mais c'est la preuve que Eneo n'a pas entretenu votre compteur. Et ça devait vous donner droit, vous avez la possibilité donc d'ester en justice. Et le fait que Eneo conteste le plomb prouve qu'ils ne sont pas venus entretenir le compteur. S'ils étaient venus entretenir le compteur chez vous, ils auraient constaté depuis que le plomb n'est pas bon. Donc, vous avez, quand ils viennent vous accuser, ça c'est parce que nous sommes en train de nous adresser aux consommateurs et tous les Camerounais en dehors de
ceux qui sont à Yaoundé, qui paient avec l'argent de l'État, chaque Camerounais, au moins chez lui, débourse de l'argent chaque fin de mois pour payer l'énergie électrique. On voit qu'on a une panoplie de possibilités de gagner de l'argent face à Eneo qui ne fait pas pour chuter sans tomber. Donc cette affaire-là, l'affaire Arcel devait nous réveiller, ça devait réveiller les consommateurs d'énergie parce que il est temps, et il y a des associations de consommateurs qui se donnent de plus en plus d'avoir. Il faut que le consommateur camerounais apprenne à se faire respecter. Et là maintenant, c'est un déficit de citoyenneté chez nous, d'accepter que malgré le fait qu'il y ait un règlement de service, malgré que la loi ait prévu un ensemble de dispositifs pour nous protéger, nous sommes là, les gens disent mais il faut payer aussi. Même chez moi, en femme dit mais il faut quand même payer. Il ne faut pas quand même payer. Il faut dire non. Et moi j'ai vu des vidéos de personnes, des mamans qui ont refusé qu'Eneo aille au poteau suspendre le courant. Vous avez vu? Mais moi, effectivement, si comme j'ai trouvé les vieux pneus chez moi, si un agent Eneo ose aller au poteau suspendre le courant, ce ne sera pas possible parce qu'il faudra qu'il me montre l'ordonnance du juge qui lui permet de venir suspendre le courant. Il n'a pas le droit de venir suspendre. Eneo ne peut pas continuer à se rendre justice, décider de la facturation, mode de facturation. Mais l'Arcel est encore plus à blâmer que Eneo parce que c'est Arcel qui est le gendarme du secteur de l'électricité. Je ne sais pas comment est-ce que les citoyens sont en train d'accorder un chèque en blanc aux gendarmes qui n'a jamais... Quand est-ce que Eneo a été sanctionné pour n'avoir pas entretenu votre compteur? Quand est-ce qu'ils sont sanctionnés pour avoir floué les gens sur les affaires de plomb qui en réalité relèvent de leurs compétences? Alors, Megan, pardon. Vraiment. Alors, Mbombok, alors êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent qu'il s'agit là de la dérive du service public de distribution d'électricité, puisqu'on parle là d'une entreprise qui semble ne pas faire à bon escient son travail. Tout à l'heure, elle disait qu'il y a une complicité entre Arcel et Eneo. Je l'ai dit à l'entame de ce sujet que en lisant bien le texte de Arcel, je m'interroge. Et Emmanuel l'a dit que les véritables problèmes que subissent les consommateurs n'ont pas été relevés dans la correspondance de Arcel. Ils ont plutôt relevé la facturation estimée. Or, l'arnaque qui se fait par les agents n'a pas été relevée par Arcel. Pourquoi? Parce que c'est des complices, comme Denis l'a dit. C'est pour cette raison que nous pensons que les consommateurs doivent se prendre en charge. Si nous avons créé cette association et nous avons mis une plateforme, c'est pour que tout le monde puisse mettre sa requête qui est centralisée et on a des évidences. Parce que si Denis se plaint, on peut dire que c'est un cas isolé. Mais quand on a une base de données qui a toutes les requêtes, mais on ne peut plus s'amuser avec ça. Donc, nous pensons que le jeu de ping-pong qui se joue entre Arcel et Eneo, c'est un jeu de ping-pong. Ils s'entendent entre eux. Donc c'est une sorte de théâtralisation. Absolument. Parce que quand vous regardez très bien, Arcel dit que Eneo fait l'estimation d'une façon systématique. Ça veut dire qu'il ne relève plus jamais. C'est un appel de balle pour leur dire que, mais asseyons-nous. Vous savez, le Premier ministre a signé une décision pour financer pour les perdièmes des comités. Quand tu es président d'une commission, tu as 200 000 francs par séance. Quand tu es vice-président, tu as 175 000 par séance. Quand tu es membre, tu as 150 000. Quand ils mettent un truc comme ça, c'est pour créer des commissions, pour réfléchir. Et vous allez voir que, parce que c'est que nous avons essayé de mener nos enquêtes, il y a des pourparlers qui sont rentrés entre Eneo et Arcel. Et ces commissions sont créées, ça veut dire que c'est des perdièmes qui vont tomber. C'est pour ça qu'ils ont mis systématiquement, et Eneo va leur dire que non, ce n'est pas systématique. Nous l'avons fait d'une façon alternée. On relève 1 mois sur 2. Et quand ils vont s'asseoir, ils vont trouver. Mais ils n'ont pas soulevé le problème que nous connaissons, que Emmanuel a eu. Ils n'ont pas soulevé ça parce qu'ils savent que dans cette affaire-là, il faut les laisser faire. Et nous demandons à tous les consommateurs que rien ne sera plus comme avant. Cette base de données qui est créée, vous tous là, vous avez les smartphones, vous allez rentrer, mettre votre requête. Dernièrement, il y a eu quelqu'un qui a eu le cas de Manuel Cugnier à Bonapriso,
qui nous a saisis. Mais dès qu'on a publié cette requête, tout le monde a paniqué. Les gens de Néo ont paniqué partout. Ils ont appelé pour dire que, mais attention, c'est des problèmes qui vont être résolus. Mais mettez vos requêtes, nous allons rendre ça transparent. Et il y a des évidences. Ce n'est plus, on dit que c'est une affaire isolée. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la maison qui parle. Et bien sûr, alors, que je connais très bien la maison. Ça, c'est clair. Donc, il nous reste moins de 10 minutes. On va aller très rapidement au pas de course. Alors, Emmanuel Kounié, peut-on parler ici des dysfonctionnements, vu que les victimes avancent la thèse des surfacturations? Oui, mais avant de parler de dysfonctionnement, il y a même des choses extraordinaires qui interfèrent là-dedans. Il y a ce qu'on appelle les frais de coupure. C'est-à-dire que vous pouvez m'aller payer votre courant. On dit non, vous devez payer, les frais de coupure sont déjà sortis de la machine, vous devez payer 4 000, je ne sais plus 4 000 combien. Mais c'est-à-dire que c'est de l'arnaque à ne plus en finir. Alors, les frais de coupure, ça concerne... Alors qu'il n'y a même pas eu de coupure. Oui, généralement, il ne faut même pas. Ça concerne qui est... Ça va dans quelle caisse? Est-ce que ça rentre dans le... Vraiment, c'est très très difficile cette affaire-là. Moi, je crois que ce que les gens doivent faire, comme a dit Mbombo, il faudrait peut-être qu'on s'organise, peut-être pas individuellement, pour venir vers l'association des consommateurs, mais que les gens s'organisent déjà au niveau des quartiers. C'est-à-dire que quand on vient parler à l'association des consommateurs, qu'on soit déjà au moins 50 avec les problèmes. Parce que quand ils entrent dans un quartier, c'est tout le monde qui est concerné par cette affaire. Et j'avoue que moi-même, quand je me suis déplacé pour aller là-bas, j'ai fait une requête, je leur ai dit que je ne paierais pas ça. Je ne paierai pas ça parce que je ne comprends pas. Ils ont dit non, écoutez, vous pouvez demander plutôt un moratoire. J'ai dit, mais un moratoire pour faire quoi? C'est vous qui aviez déposé le compteur. Et moi, je ne sais pas où ils disent non. C'est une estimation sur ce que vous auriez dû payer et que le compteur n'a pas marqué. Moi, je n'ai rien compris. Je n'ai pas été capable de comprendre ce qu'on me disait. Et j'avoue que je n'ai pas fait la requête. Je continue à payer mes factures. Mais ce montant-là existe toujours sur les factures. Mais ils n'agissent pas. Je ne sais pas s'ils vont venir agir un jour ou n'importe quand, mais c'est une épée de Damoclès que j'ai sur la tête, puisque j'ai toujours les 300 ou presque 400 000 francs qui reviennent avec le montant du mois. Je paye le montant du mois, et le mois prochain, ça revient, et ma requête n'a pas... On me fait signe qu'on a passé, étant donné que votre dernière parole, et puis on prendra ici... Il faut que les Camerounais s'en prennent aux régulateurs. Quand nous avons des problèmes au quartier avec nos voisins, on se réfère à la justice. Ici, la loi a prévu qu'il y a une association, il y a une agence qui régule le secteur. Donc, il faut mettre le régulateur Arcel devant ses responsabilités et savoir que Eneo n'a pas le droit, Eneo et ses agents n'ont pas le droit de se rendre justice. Chaque fois qu'ils vont essayer de se rendre, il faut que les citoyens refusent de se laisser arnaquer. Parce que quand ils entrent dans les domiciles, comme s'ils étaient des gendarmes, c'est simple, vous pouvez les enfermer dans votre domicile, demander à la force publique, puisque la police ou la gendarmerie va venir, et vous allez vous retrouver devant les tribunaux. Il ne faut pas penser qu'en dehors des gendarmes reconnus par la loi, une société, d'abord qui n'est pas une société camerounaise et qui vole l'argent des Camerounais, ne peut venir jouer les gendarmes et arnaquer tout le monde. Ce n'est pas acceptable. Ok, pour dire simplement que nous invitons l'État, à qui nous faisons confiance, de prendre les responsabilités pour pouvoir donner aux Camerounais la lumière, l'énergie électrique, et pour que ça puisse améliorer nos conditions de vie. Et surtout que l'homme soit au centre des préoccupations de toute activité qui concerne l'énergie électrique. Parce que sans électricité, imaginez la vie. Ça c'est clair. Voilà, on espère que le message n'est pas entré dans les oreilles de sourds. On espère que la rampe est passée cet après-midi. Nous remercions Eric Ngando qui a assuré la réalisation, comme toujours, de cette émission. Nous n'oublions pas Nono Fautué qui a assuré la prise de vue. Il était donc en studio avec nous. Et Yvonne Amougou, la maquilleuse, qui était également de notre set. Grâce à elle que ces messieurs sont... aussi pétillant et beau ce dimanche. On se retrouve dimanche prochain à la même heure, sur la même chaîne, bien sûr. Et la rediffusion dès ce soir à partir de 21h et puis demain lundi, lorsqu'il sera 13h30. Ce fut un plaisir, mesdames, messieurs, restons fidèles. Nos programmes se poursuivent sur Spectrum Télévision. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.